Donc j'espère que je resterai dans l'esprit du séminaire. Et je veux dire, je pense que l'esprit du séminaire, c'est Grothendieck avant tout. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de m'effacer le plus possible devant Grothendieck et essayer d'expliquer justement, comme je le disais dans mon abstract, si vous voulez, le parcours qu'il a amené au topos. Et surtout, je vais essayer de vous donner une métaphore éclairante pour ce que c'est qu'un topos et vous expliquer ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette découverte et au sens, surtout pour les philosophes, au sens où ça introduit, si vous voulez, des nuances considérables dans la notion de vérité. Et ce que j'essaierai d'expliquer par un exemple, parce que rien de tel qu'un bon exemple pour... Donc il y aura un de mes slides là qui s'appelle « À deux pas de la vérité ». Et je vais vraiment vous donner un exemple d'un topos qui permet de dire qu'on est par exemple à 10 pas de la vérité ou qu'on est à 15 pas de la vérité, etc. Donc écoutez bien et écoutez, je vous ferai entendre Grothendieck, la voix de Grothendieck, parce que Grothendieck a fait 100 heures de conférence à Buffalo en 1973 et dans ces 100 heures de conférence, bon, il y a des choses qui nous intéressent. Bien sûr, je ne ferai pas écouter longtemps, mais je le ferai écouter à un moment donné où il parle, il explique ce que c'est qu'un faisceau, etc., des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc, et il explique comment il va faire son cours sur les topos. Donc, il y aura un petit peu de... Et puis, on verra, il y aura aussi un intermède encore plus marrant. À un moment donné, on n'entendra pas la voix de Grothendieck, mais on entendra la voix d'Yves Montand. Donc, vous verrez tout ça, enfin, vous entendrez tout ça. Donc, la première image que je vous montre, c'est une image que je dois à Charles Aluni, qui m'a envoyé un email un jour en me disant qu'il avait trouvé, il aurait bien voulu avoir la deuxième thèse de Grothendieck, mais à l'époque, quand on faisait une thèse, et quand j'ai fait ma thèse par exemple, il y avait toujours une deuxième thèse. Cette deuxième thèse n'était pas écrite, c'était une deuxième thèse qu'on devait défendre devant le jury, et on avait un sujet qui nous était donné. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans le cas de Grothendieck, Grothendieck a fait sa thèse sur les espaces nucléaires, sur les espaces vectoriels topologiques et sur les espaces nucléaires. Il a fait une contribution fondamentale à l'analyse fonctionnelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut penser que ce qui a fait bifurquer Grothendieck et qui éventuellement l'a amené à l'idée du topos, à cette idée merveilleuse, c'est sa deuxième thèse. Pourquoi? Parce que la deuxième thèse de Grothendieck, c'est écrit dans ce texte, c'est sur la théorie des faisceaux. Et alors, sur cette page, si vous êtes perspicace, vous allez trouver qu'il y a une erreur. Ce qui montre qu'on n'est jamais à l'abri des erreurs. Parce qu'il y a un des examinateurs, si vous regardez bien, qui s'appelle Georges Choquet. Alors j'ai cherché pour dire, peut-être que je me suis trompé. Donc il y a 3 examinateurs, il y a Henri Cartan, il y a Laurent Schwartz, et puis il y a Georges Choquet. Alors j'ai cherché sur Wikipédia, voir s'il n'y avait pas un mathématicien qui s'appelait Georges Choquet. Mais non, en fait, il y a un ecclésiastique qui s'appelle Georges Choquet qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il n'y a pas de problème. C'est bien une erreur. C'est bien Gustave Choquet qui était l'examinateur de Grothendieck. Donc sa thèse, il l'a passée en 1953. Et déjà en 1955, donc, il s'intéressait bien sûr aux faisceaux, etc., qui était une découverte merveilleuse de Leray. Et donc là, j'ai commencé par quelques échanges de lettres entre Serre et Grothendieck, parce que finalement, c'est dans ces échanges de lettres qu'on voit apparaître, si vous voulez, ce qu'on appelle l'article, qui est tellement fameux que on l'appelle le Tohoku, cet article. Parce qu'il est paru dans un journal qui s'appelle Tohoku Math Journal, mais l'article est tellement fameux qu'en fait, on l'appelle Tohoku. Donc voilà ce que dit Grothendieck. Il dit « Mon cher Serre, merci pour les divers papiers que généreusement tu m'as envoyés, ainsi que pour ta lettre. Rien de neuf de mon côté. » Alors ça justifie ce que j'ai écrit quand j'ai annoncé mon laïus. J'ai fini mon emmerdante rédaction d'algèbre homologique. Alors on va voir très graduellement
quelle est la philosophie que Grothendieck utilise tout le temps quand il travaille? C'est-à-dire qu'il n'hésite jamais devant une tâche que n'importe quel mathématicien normal considérerait comme étant sans intérêt, rébarbative, n'allant rien lui rapporter. Donc il continue, que j'ai envoyé à Delsart, bon, qui manquait de la rédaction pour le dactylo. Alors il dit, je l'ai proposé à Tanaka pour le Tohoku. Le Tohoku, c'est le Tohoku Math Journal. Il paraît que les articles fleuves ne les rebutent pas. Alors c'est vrai que Grothendieck, en général, quand il écrit, le minimum, c'est moins 100 pages. Donc bon. Alors ensuite, il parle de Weil. Bon, je vais vous épargner ce qu'il en dit, parce qu'il dit... j'ai lu au moins les énoncés des livres de Weil sur les variétés abéliennes dans l'espoir qu'on a arrangé depuis les démonstrations vraiment décourageantes chez Weil. Son langage me dégoûte en plus. Donc, bon, je passe. Alors, il dit, je passe mon temps soit à apprendre, soit à rédiger les variétés. C'est amusant, mais long, bien sûr. Mais il n'est pas question de recherche avant d'avoir avalé une montagne de choses nouvelles. Alors ensuite, très très important, sans doute la chose la plus importante dans cet échange, il dit à un moment donné, je me suis aperçu qu'en formulant la théorie des foncteurs dérivés pour des catégories plus générales que les modules, il faut dire qu'à l'époque, il y avait le livre de Cartan-Eilenberg qui était en gestation. Serre l'appelle Cartan-Samy, parce que c'est Samy Eilenberg, donc qui était en gestation. Et dans ce livre, il y avait bien sûr les foncteurs dérivés, mais c'était toujours appliqué à des catégories de modules. C'est-à-dire on prenait la catégorie des modules sur un anneau non nécessairement commutatif, et toute l'algèbre hémologique était développée comme ça. Donc, mais évidemment, elle était très analogue dans sa formulation avec ce qui se passait pour la cohomologie à coefficient dans un faisceau. Donc ce que dit Grothendieck, c'est que je me suis aperçu qu'en formulant la théorie des foncteurs dérivés pour des catégories plus générales que les modules, on obtient à peu de frais la cohomologie des espaces à coefficient dans un faisceau. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on prenait la cohomologie à coefficient dans un faisceau, c'était toujours la cohomologie de Čech. C'est-à-dire on prenait des recouvrements de l'espace topologique et puis on fabriquait un complexe ou un bicomplexe avec ces recouvrements et on définissait la cohomologie comme ça. Voilà. Donc voilà ce qu'il dit. Et ce point-là, dans sa correspondance, c'est un point absolument essentiel. Alors ensuite, il continue. Et donc ça, c'est une lettre du 4 juin 1955, donc 2 ans après sa thèse. Donc 6 juin, le résultat de mes premières cogitations en forme sur les fondements d'algèbre homologique. Donc après, je vous détaille pas le reste, puisque c'est sur des suites spectrales, etc. Mais disons que là, Grothendieck avait... bon, il dit qu'effectivement, il s'était planté sur l'existence de suffisamment de faisceaux projectifs, mais à ce moment-là, il a démontré effectivement qu'il y avait suffisamment de faisceaux injectifs, et ça lui a permis de définir les foncteurs dérivés, et ça lui a permis de définir, si vous voulez, la cohomologie à coefficient dans un faisceau sans hypothèse sur l'espace topologique. Si on a de bonnes hypothèses sur l'espace topologique, à ce moment-là, ça coïncide avec la cohomologie de Čech, mais ce n'est pas vrai en général. Alors voilà la réponse de Serre. Donc, alors là, il y avait autre chose dans la correspondance, il y avait autre chose qui parlait de ce qu'on appelle lim 1, c'est-à-dire du foncteur pour les limites projectives, comment ça commute avec la cohomologie. Mais ce qu'il faut lire, c'est le deuxième paragraphe. Donc le fait que la cohomologie d'un faisceau soit un cas particulier des foncteurs dérivés, au moins dans le cas paracompact, donc, parce que dans le cas paracompact, ça coïncide avec la cohomologie de Čech, donc celle qui est définie à partir des recouvrements, n'est pas dans Cartan-Samy. Donc Cartan-Samy, c'est Cartan-Eilenberg, puisque c'est Samy-Eilenberg. Cartan en avait conscience, donc Cartan avait conscience du fait que quand ils avaient développé avec Eilenberg toute la théorie cohomologique sur les modules, il avait conscience bien sûr de l'analogie avec le cas de la cohomologie des faisceaux. Mais bon, ils n'avaient pas voulu s'embarrasser pour le faire dans leur livre. Et Cartan en avait conscience et avait dit à Buchbaum de s'en occuper. Donc c'est Buchbaum, en fait, qui, indépendamment de Grothendieck, a aussi défini les catégories abéliennes. Il avait commencé à le développer, mais il ne s'était pas occupé de la cohomologie. Donc, mais il ne semble pas que celui-ci l'ait fait. Donc l'intérêt de ceci serait de voir quelles sont au juste les propriétés des faisceaux fins qu'il faut utiliser. Ainsi, on pourrait peut-être se rendre compte si oui ou non, donc c'est Serre qui parle, hein, bien sûr, il y a suffisamment de faisceaux fins dans le cas non séparé. Alors le cas non séparé est extrêmement important, bien sûr, pour la géométrie algébrique. Et c'était un moment où justement Serre développait la géométrie algébrique à partir de la théorie des faisceaux de Leray, en prenant au départ la topologie de Zariski. Et la topologie de Zariski, elle n'est pas séparée. Donc, je veux dire, on a exactement ce problème-là. Donc cet échange est extrêmement important. C'est un échange qui date de l'année 55. Et l'article de Grothendieck, donc, il est marqué reçu au 1er mars 1957.
Donc c'est cet article sur quelques points d'algèbre homologique qui est vraiment l'ancêtre. On peut vraiment placer, si vous voulez, l'origine des topos dans cet article. La raison pour laquelle on peut placer l'origine des topos dans cet article, c'est que dans cet article, si vous voulez, d'abord, bien sûr, il introduit ce que sont les catégories abéliennes, donc ça c'est extrêmement important, hein, je veux dire, avec toutes leurs propriétés, etc. Il développe l'algèbre homologique dans le cadre des catégories abéliennes, donc ça c'est ce qu'il fait, si vous voulez. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il prend deux types d'exemples dans son article de catégories abéliennes. Le premier exemple qu'il prend de catégorie abélienne, c'est la catégorie abélienne des modules sur un anneau. Donc ça appartient à Cartan, à Heisenberg, Cartan-Samy si vous voulez. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il prend aussi l'exemple, bien sûr, des faisceaux de groupes abéliens sur un espace topologique, bien entendu. Bon, là encore, pas de surprise, puisque c'était pour unifier les deux qu'il avait fait son travail de généralisation. Mais ce qui est absolument crucial, c'est qu'il avait un autre exemple en tête, un troisième exemple en tête. Et c'est ce qu'il appelait les catégories de diagrammes. C'est-à-dire, ce qu'il faisait, c'était qu'il avait l'idée que si vous prenez par exemple des diagrammes de groupes abéliens, mais quels que soient les diagrammes que vous regardiez, eh bien ça forme encore une catégorie abélienne. Eh bien en fait, si on pense juste, si vous voulez, alors, bon, on s'aperçoit qu'il avait là les deux piliers de la notion de topos. C'est-à-dire il avait la notion d'espace topologique, bon, qui donne des faisceaux de groupes abéliens, etc. Et il avait aussi la notion de catégorie de diagramme, et on verra que ces catégories-là, elles donnent naissance à un topos, et ces topos ont un rôle absolument fondamental qu'on va utiliser tout le temps. D'accord ? Donc voilà. Alors, il y a une chose qui est à remarquer, donc il définit ce que c'est qu'une catégorie abélienne. Donc ce que dit Grothendieck, si vous voulez, c'est qu'une catégorie abélienne, c'est une catégorie additive. Alors je vais vous expliquer en deux mots la misconception qu'on a sur la catégorie additive, donc qui satisfait à deux axiomes supplémentaires suivants. Alors bon, et bien sûr, il y a le fait qu'un morphisme doit avoir un noyau et un conoyau, ça c'est une notion abstraite. Si vous ne la connaissez pas, bon, ça prendrait un certain temps, c'est un peu une gymnastique. Et la deuxième condition, c'est le fait d'être un morphisme exact, c'est-à-dire le fait que si vous divisez par le noyau, et si vous regardez par rapport à ce qu'on appelle l'image, en la définissant par rapport au conoyau, eh bien à ce moment-là, vous avez un isomorphisme entre le quotient par le noyau et l'image. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas vrai pour des applications dans des espaces topologiques, par exemple. Si vous prenez un espace de Hilbert et vous prenez les applications linéaires continues d'un espace de Hilbert, ça ne vérifie pas ces deux conditions-là. Ce n'est pas une catégorie abélienne. Et la raison, c'est que vous pouvez avoir un morphisme qui a une image, mais il est dense dans son image, et son image n'est pas fermée. Et à ce moment-là, la deuxième condition, AB2, n'aura pas lieu. Alors, il y a une misconception qui est, en fait, que Grothendieck reproduit quand il définit les catégories additives dans son article, et qui est la chose suivante, c'est qu'en général, les gens définissent une catégorie additive en disant une catégorie additive, c'est une catégorie où on rajoute une structure supplémentaire, qui est la structure de groupe additif, sur les morphismes. C'est une hérésie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une structure supplémentaire. Et il y a un exercice dans MacLane, que je vous ai mis là, qui montre que c'est une hérésie. Quelle est cette hérésie? Eh bien, l'hérésie, c'est que quand vous prenez une catégorie comme une catégorie abélienne, elle a des produits et des coproduits. Bon, ça, c'est une chose très simple. Et elle a un objet qui est à la fois initial et final. C'est l'objet 0. Dans les groupes abéliens, c'est le groupe qui est réduit à 0. D'accord ? C'est un objet initial parce que vous avez une seule flèche qui va de 0 vers n'importe quel groupe abélien. Et c'est un objet final parce que vous avez une seule flèche qui va d'un groupe abélien vers 0. Tout s'envoie vers 0. D'accord ? Donc il y a un seul objet, il y a un objet qui est à la fois initial et final. Bon, eh bien si vous avez ça, vous pouvez dire, quand la catégorie est abélienne, comment ? Eh bien parce que ce qui se produit, c'est que vous avez une flèche complètement canonique, complètement naturelle, qui va du coproduit de deux objets vers le produit des deux objets. Parce qu'en utilisant le 0, vous pouvez envoyer la moitié sur 0 et l'autre moitié sur 0. Et à ce moment-là, vous avez une flèche qui est complètement naturelle. Eh bien, si vous demandez que cette flèche est un isomorphisme, vous avez fait l'essentiel du parcours. Parce que, comme est expliqué dans ce texte de MacLane, à ce moment-là, vous avez une addition pour les morphismes. Simplement en utilisant le fait que cette flèche naturelle qui va
du coproduit vers le produit est un isomorphisme. Vous avez une flèche, vous avez une addition naturelle pour les morphismes. Et une fois que vous avez cette addition naturelle, vous pouvez prendre l'axiome supplémentaire qu'il y a un signe moins, si vous voulez, pour cette addition. Bon, bien sûr, en général, vous n'aurez pas un signe moins, c'est ce qu'on appelle une catégorie semi-additive, elles sont très intéressantes, mais si vous voulez une catégorie additive, vous demandez simplement qu'il y ait un inverse. Et alors, donc, ça n'est pas une structure supplémentaire, c'est une hérésie de croire qu'une catégorie additive est donnée par une catégorie plus une structure supplémentaire. Ça n'est pas vrai, donc c'est une misconception. Alors, maintenant, je vais vous lire du Grothendieck, puisque le principe du séminaire, c'est de s'effacer devant Grothendieck. Et même à un moment donné, on va l'écouter. Et puis, lorsqu'on en aura lu et écouté suffisamment de Grothendieck, là, je vous donnerai une métaphore et puis on prendra un exemple. D'accord? Donc, soyez patients. Je ne vais pas faire que lire ou vous faire écouter du Grothendieck. Il faut être patient, mais écoutons-le quand même. Hein? Donc, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Le point de vue et le langage des faisceaux introduits par Leray nous a amené à regarder les espaces et variétés en tout genre dans une lumière nouvelle. Il ne touchait pas, pourtant, à la notion même d'espace. Donc ce que dit Grothendieck, si vous voulez, c'est que Leray avait envisagé un espace sous la forme des faisceaux sur cet espace, mais en fait, d'ailleurs, Leray ne considérait que les faisceaux de groupe abélien. Et on va voir le changement que Grothendieck a apporté déjà même là. Il ne touchait pas, pourtant, à la notion même d'espace, se contentant de nous faire appréhender plus finement, avec des yeux nouveaux, ces traditionnels espaces déjà familiers à tous. Or, il s'est avéré que cette notion d'espace est inadéquate pour rendre compte des invariants topologiques les plus essentiels qui expriment la forme des variétés algébriques abstraites comme celles auxquelles s'appliquent les conjectures de Weyl, voire celles des schémas généraux. Alors là, c'est le moment où je vais vous faire entendre Grothendieck. Pourquoi ? Parce qu'on va entendre Grothendieck qui définit ce que c'est qu'un faisceau. Donc, je pense que c'est important que vous l'écoutiez, d'accord, parce que vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'un faisceau. On va écouter Grothendieck en parler, d'accord, et une fois qu'on aura écouté Grothendieck en parler, on reviendra à nos moutons, d'accord, voilà. Donc, on va faire ça. Alors, on va faire ça, donc on va écouter Grothendieck. Alors, voilà. C'est le début de ces conférences à Buffalo. Donc là, vous écoutez. Hein. Il dit on va démarrer, hein, d'accord. Je peux vous traduire si vous voulez. Topoi. Donc il parle des topos. Essentially on general topology. I mean, topos is just what could be considered as being the main object of study of topology. And the set of topoi is, I mean, generalization of classical general topology. It's what I really like to consider as being general topology. So as they found, require some familiarity with handling topological spaces and continuous maps, homeomorphisms, and such things. And on the other hand, familiarity with the language of categories. And that's about all. So later we will give some explanations, perhaps, about motivations for introducing something more general than topological spaces, and give examples. But in order to understand the notion of the topos and its relevance to general topology, one would require some familiarity with the language of sheaves on a topological space. Ça va s'améliorer l'audio. Now, I guess that this notion is not that familiar to everybody. Therefore, I think I will have to give a rather sound introduction to sheaves on a topological space. So I won't assume anything known on this matter, and I will just give a review of standard sheaf theory. Ne vous en faites pas, ça va durer 7 minutes environ. Just speaking of sheaves
on topological spaces. So, Le bruitage. by the way, I hope that if some explanations are not clear, or if some comments come up, that you will freely interrupt, you need to ask questions or to point out errors or to make any kind of comments. Si vous voulez It would interrompre, be nice if, as time goes on, if there was some participation of the audience. I'm sure that a number of people here know something about topoi, perhaps even without knowing what the topos is, and still be able to make a suggestion and comments. Now, so I start with a kind of formal survey of shield on a topological space. All right, let X be a topological space, and consider the set O equals O of X, independent X, of all open subsets of X. The topology of X is defined in terms of the family of open subsets of X, which is a subset of the set of all set of X. I recall that the axiom of the topology is that O should be stable under arbitrary union and under finite intersections. All right? So O in particular is an ordered set by inclusion, and therefore O defines a category by abuse of language. You will denote this category by O also, as any ordered set does. If U and V are elements of O, namely open sets on X, the set of homomorphisms of U into V here will be either empty if U is not contained in V, and will be reduced to just the inclusion map of U into V if U is contained in V. So this definition of it and the composition of arrows is, you have no choice because there's at most one arrow from one object to another. So this construction of a category in terms of an ordered set makes sense for any ordered set whatever. So the category which we have has as object symbols of O and as arrows the graph of the order relation. A set of arrows, the graph of the order relation of O. Now let's first define presheaves. A presheaf on X say F is by definition a functor which goes from the category O to the category of all sets. When I say a presheaf, I mean a presheaf of sets. Later we will introduce other types of presheaves. But it should be a contravariant functor, so it's a functor which goes from the opposite category to O, I denote here O upper naught, to the category of sets. So let's recall what this means, that we have a functor. First of all, it means for every object of the category, that means for every open set U of X, we associate an object FU of the category of sets. Ce qui est très important, c'est qu'il parle de faisceaux d'ensemble. Et le Ré parlait de faisceaux de groupe abélien. Of the category, that means for every inclusion map U goes into V of open sets, we associate a map from FV into FU in the opposite direction. This map will be called the restriction map, corresponding to the presheaf. And the axioms are the evident axioms of transitivity. Namely, if we have V is contained in another open set W,
then we have the restriction map from Fv to Fu, but also from Fw to Fv. And we want that the restriction map from Fw to Fu should be the compositum here. And moreover, we want that in the case when we take the identity arrow, the identity inclusion from U into U, we want that the corresponding map Fu goes to Fu should be the identity. So these are the axioms of functors. So a pre-sheaf on X is just a contrariant functor from the category O to sets, that is a function from O0 to sets. And the category of pre-sheaf on X, how will we call it? Pre-sheaf on X is defined as being the category of all functors from O0 to sets. So the pre-sheaves can be viewed as being objects of a category, the category of all pre-sheaves, which is a category of functors. So what is a homomorphism of a pre-sheaf F into another G? By definition of homomorphism of functors, what do I know? Let's say F be such a homomorphism. By definition, F consists in a collection of maps from Fu into GU, call this map F of U, for every U object of the category, that is for every open subset of X. And these maps of sets should be compatible with restriction maps. That means that whenever U is contained in an open set V, then we have also Fv goes into GV by F of V, and we have the restriction maps here from Fv into Fu and from GV into GU, and these squares here should commute. So that's a homomorphism of pre-sheaves, and homomorphisms, that's just homomorphism of functors, and they compose in an evident way by composing it argument-wise. You have FGH here, and here a homomorphism from the pre-sheaf G to the pre-sheaf H. That means for every U a map from GU into HU, GU. The compositum of F, G and F is defined as associating to every U the compositum homomorphism here. Alright, so that's just general nonsense on functors, on categories. Now, so far we have not used the fact that O was the category of open subsets of X. We have just used the fact that it's an ordered set. But we will use it now in order to define particular pre-sheaves on X, which we will call sheaves on X. So we have to introduce some axioms on pre-sheaves, which will turn them into sheaves. Now, traditionally, the axiom on a pre-sheaf is separated in two. We say first that the pre-sheaf is separated if the following is true: for every open set U in X, and for every covering of U by open subsets Ui. Covering means therefore that the union of the Ui's is equal to U. So union, by the way, of Ui's can be defined in terms of the ordered sets as being just the supremum of the Ui's in terms of the order relation. We have a mapping of Fu into each one of the Fui's, the restriction map, and therefore we get a mapping of F into the product of the Fui's, and F is set separated if for every such choice here this mapping is injected. Now, let's introduce this in, let's state this another way. If F is a pre-sheaf on X, F of U is a set, the elements of the sets are called the sections of F over U. When we give examples, we will see where this terminology of sections come from.
All right, and the map here I already said, when U is contained in V, the map, the given map of FV into FU will be called the restriction map. If you have an element of FV, that means a section of F over V, its image in FU is called the restriction of the section to U. And the axiom for a sheaf to be separated means that whenever we have open subsets Ui of X, whose union is U, then a section of the pre-sheaf, the given pre-sheaf over U, is known when we know its restrictions to the UIs. So that's the first condition we're interested in. But in diagrammatic terms, it just means that a certain error here is an injective error. That means that a section of F over U can be identified with a system of sections of F over the various UIs. And then the second question that arises is to see whether we can identify the subsets here which we obtain as the image of FU, which are the systems of sections of F over UIs, which come from a global section of F over U. Now, let's take a system of sections, say phi I, in FUI for every I, for every index. We have a necessary condition for this system of phi i's to come from a global section, which is the following. When you have two indices I and j, the restriction of phi I to ui intersects uj should be equal to the restriction of phi j. Voilà, je m'arrête ici. Notre patience est sans doute épuisée. Mais je veux dire, une des raisons pour laquelle je vous ai fait entendre Grothendieck, c'est assez compliqué. C'est en fait, il faut qu'on s'habitue à cette incroyable patience qu'il a d'expliquer tous les détails, de rentrer d'aller jusqu'au bout de tous les détails. Et ça, on le verra, je veux dire, c'est une qualité absolument essentielle dans sa démarche. Donc je continue à lire ce qu'il disait sur le point de vue et le langage des faisceaux introduits par Le Ray. Donc, donc Grothendieck continue, il dit pour les épousailles attendues du nombre et de la grandeur, c'était comme un lit décidément étriqué où l'un seulement des futurs conjoints, à savoir l'épousé, pouvait à la rigueur trouver à se nicher tant bien que mal, mais jamais les deux à la fois. Donc là, si vous voulez, il avait en tête effectivement toutes sortes de développements qui étaient de nature combinatoire, qui étaient reliés à la théorie des nombres, par opposition à ce qui se passait en topologie. Mais bon, bien sûr, il y avait le travail de Serre sur le lien sur l'utilisation de la topologie de Zariski. Donc le principe nouveau qui restait à trouver pour consommer les épousailles promises par des faits propices, ce n'était autre que ce lit spacieux qui manquait aux futurs époux, sans que personne jusque-là s'en soit seulement aperçu. Donc il continue. Alors, je vais faire la présentation avec le mode plein écran. Voilà. Donc, c'est le point de vue des faisceaux qui a été le guide silencieux et sûr, la clé efficace et nullement secrète, me menant sans atermoiement ni détour vers la chambre nuptiale au vaste lit conjugal. Un lit si vaste, en effet, telle une vaste et paisible rivière très profonde, que tous les chevaux du roi y pourraient boire ensemble. On y reviendra, ça. Comme nous le dit un vieil air, que je vous ferai entendre tout à l'heure, un vieil air que sûrement tu as dû chanter toi aussi, ou au moins entendre chanter. Et celui qui a été le premier à le chanter a mieux senti la beauté secrète et la force paisible du topos qu'aucun de mes savants élèves et amis d'antan. Bon, il y a bien sûr dans cette phrase le fait que nous connaissons sans doute beaucoup d'entre nous, qui est que le premier à dévoiler un certain paysage mathématique en a une appréhension qui est incomparable. C'est ce qui est arrivé à Galois, par exemple, par rapport aux autres mathématiciens qui viennent après lui, etc., et le comprennent. Donc ça, c'est une chose très frappante. Il dit quelque chose de plus méchant, beaucoup plus méchant. Alors, la clé a été la même, tant dans l'approche initiale et provisoire, via la notion très commode mais non intrinsèque du site, dont je vous parlerai bien sûr, que dans celle du topos. C'est l'idée du topos que je voudrais essayer à présent de décrire. Donc laissons parler Grothendieck, bien sûr. Alors, considérons l'ensemble formé de tous les faisceaux sur un espace topologique. Alors, à l'intention du mathématicien, à vrai dire, il s'agit ici des faisceaux d'ensemble.
Donc ça, c'est absolument fondamental. C'est quelque chose c'est un pas énorme qu'il ait remplacé, si vous voulez, les faisceaux de groupe abélien, qui étaient intéressants. On pensait que c'était le seul intéressant, puisque c'est les seuls qui vont donner une cohomologie, etc. Non, il a eu l'idée, qui paraît complètement naïve, de remplacer les faisceaux de groupe abélien par des faisceaux d'ensemble. Et on va voir la portée que ça donne. Alors, donc, je crois d'ailleurs, et c'est ce qu'il dit, être le premier à avoir travaillé systématiquement avec les faisceaux d'ensemble à partir de 1955. Bon. Et quel est l'avantage de travailler avec les faisceaux d'ensemble? On va le voir. Mais c'est quand vous travaillez avec les faisceaux d'ensemble, vous pouvez définir ce que c'est qu'un groupe dans ce truc-là. Vous pouvez définir ce que c'est qu'une algèbre dans ce truc-là. Parce que ce que vous faites, c'est que vous travaillez comme si vous travailliez dans les ensembles, mais où il y a une variabilité. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui bouge, hein, mais sinon, vous faites exactement comme si vous travailliez dans les ensembles habituels. Donc, vous pouvez définir ce que c'est qu'un groupe. Alors, si vous cherchez ce que c'est qu'un groupe abélien dans cette catégorie des faisceaux d'ensemble, eh bien, vous trouvez les faisceaux de groupe abélien. Donc, on retombe sur ses pieds. Ensuite, ce que dit Grothendieck, nous considérons cet ensemble ou arsenal comme muni de la structure la plus évidente, laquelle y apparaît, si on peut dire, à vue de nez, à savoir une structure dite de catégorie. Alors, bien sûr, nous, on a été éduqués, au moins à mon époque, on a été éduqués avec la théorie des ensembles. En fait, c'était sans doute une erreur. La vraie manière de penser, c'est la théorie des catégories. Donc, il pense à cette espèce de théorie qu'il a devant les yeux comme une catégorie. Alors, que le lecteur non mathématicien ne se trouble pas, ne pas connaître le sens technique de ce terme, il n'en aura nul besoin pour la suite. Bon. C'est-à-dire que ce qu'il faut que le lecteur non mathématicien pense, simplement, c'est qu'il a un analogue maintenant de la théorie des ensembles, dans cette nouvelle catégorie, dans cette catégorie des faisceaux d'ensemble. Il y a quelque chose qui ressemble à la théorie des ensembles. Et on va voir que cette métaphore va très, très loin. Alors, c'est cette sorte de superstructure d'arpentage, appelée catégorie des faisceaux, sur l'espace envisagé, qui sera dorénavant considéré comme incarnant ce qui est le plus essentiel à l'espace. Alors on verra une métaphore que je développerai plus loin, mais je peux déjà en dévoiler une partie. Si vous voulez, c'est quelque chose... D'habitude, quand on parle d'un espace, je vais vous la montrer tout de suite parce que je ne veux pas attendre pour cette métaphore. Voilà, la métaphore est la suivante. Si vous voulez, avant Grothendieck, on avait l'habitude de mettre, quand on étudiait un espace, je ne sais pas, moi, une courbe ou n'importe quoi, on mettait l'espace sur la scène. Et puis on le regardait, on l'étudiait comme un ensemble, une structure, etc. Eh bien, ce que fait Grothendieck, c'est non. L'espace n'est pas sur la scène. L'espace, il est dans les coulisses. Sur la scène, il y a les acteurs habituels de la théorie des ensembles. Les groupes abéliens, les algèbres, etc. Mais l'espace en question, il est dans les coulisses, comme un espèce de deus ex machina, qui introduit une variabilité dans les personnages qui sont sur la scène. C'est-à-dire maintenant, les personnages qui sont sur la scène, ils vont dépendre d'un aléa. Cet aléa, il est gouverné par le topos. Et quand on a un topos de Grothendieck, il y a aussi les constantes, c'est-à-dire il y a aussi les ensembles qui ne dépendent pas de l'aléa. Et la cohomologie, elle se définit en comparant les deux. Donc c'est absolument fondamental que vous essayiez progressivement d'acquérir une image mentale, même si vous n'êtes pas mathématicien, pour comprendre que l'espace qui est donné par le topos, il va apparaître derrière, il est dans les coulisses, il n'est pas sur le devant de la scène. Ce n'est pas lui qu'on étudie. On étudie la théorie des ensembles. Mais il y a ce bon Dieu de topos qui est caché et qui fait tout varier, qui introduit une variabilité là-dedans. D'accord? Donc, alors, c'est ce que dit Grothendieck d'une autre manière. Alors, c'est qu'il considère cet ensemble ou arsenal comme muni de sa structure la plus évidente. Donc, il y pense comme une catégorie. D'accord? Cette catégorie de faisceaux d'ensemble. Bon. Alors ensuite, que dit-il? Alors, que c'est une chose licite d'oublier l'espace et de ne considérer que la catégorie des faisceaux d'ensemble. Pourquoi est-ce que c'est une chose licite? C'est une chose licite parce qu'on n'a pas perdu l'espace en cours de route. On retrouve les points de l'espace. Et alors, comment est-ce qu'on retrouve les points de l'espace dans la métaphore que je vous ai donnée? Parce que lui, il dit que c'est un simple exercice de le vérifier, une fois qu'on a posé la question. Bon, effectivement, vous pouvez vous amuser en pensant en termes classiques. Si vous avez les faisceaux d'ensemble sur un espace topologique ordinaire,
comment est-ce que vous allez retrouver l'espace lui-même, c'est-à-dire les points de l'espace? D'accord? Vous pouvez vous poser cette question. Bon. Alors, en fait, dans la métaphore que je vous ai donnée, les points de l'espace, c'est quand vous prenez un instant donné, un temps figé. Quand vous prenez un temps qui est figé, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de variabilité. Et vous avez la théorie des ensembles ordinaires. Ce qu'on appelle abstraitement dans la théorie des topos, c'est ça qu'on appelle un point d'un topos. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un morphisme géométrique qui va de la théorie des ensembles ordinaires vers le topos considéré. Mais ça revient exactement à figer les choses à un instant donné. D'accord? Bon. Alors, lui, il dit de vérifier est un simple exercice. En fait, ce n'est pas toujours vrai, comme il dit à l'intention du mathématicien. À strictement parler, ceci n'est vrai que pour des espaces dits sobres. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de séparation dans l'espace. Et il y a un exemple extrêmement intéressant que je vous invite à faire, parce qu'on ne fait pas des maths en écoutant, on fait des maths en faisant des exercices. D'accord? Donc il y a l'exercice déjà sur les catégories abéliennes de tout à l'heure. Et voilà un autre exercice maintenant. C'est que vous prenez une courbe avec sa topologie de Zariski, ou vous prenez plutôt une surface avec sa topologie de Zariski. D'accord? Et vous calculez les points du topos correspondant, c'est-à-dire de la catégorie des faisceaux pour la topologie de Zariski. Bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a plus de points, parce que l'espace en question, il n'était pas sobre, et vous allez obtenir exactement les points du schéma correspondant. D'accord? Donc, je vais dire, c'est déjà dans cet exemple-là, on voit le potentiel absolument incroyable de cette manière de penser. D'accord? Bon. Donc, ce qu'il dit, nous pouvons désormais oublier l'espace initial pour ne plus retenir et ne nous servir que de la catégorie associée, laquelle sera considérée comme l'incarnation la plus adéquate de la structure topologique ou spatiale qu'il s'agit d'exprimer. Alors, ce qu'il explique après, c'est comme si souvent en mathématiques, nous avons réussi, grâce à l'idée cruciale de faisceau ou de mètre cohomologique, à exprimer une certaine notion, celle d'espace, en termes d'une autre, celle de catégorie. Donc on a remplacé, toujours en suivant la métaphore, l'espace par cette catégorie, d'accord, qui est une catégorie d'ensemble, c'est des ensembles. À chaque fois, la découverte d'une telle traduction d'une notion exprimant un certain type de situation en termes d'une autre, correspondant à un autre type de situation, enrichit notre compréhension, bien entendu, et de l'une et de l'autre notion, par la confluence inattendue des intuitions qui se rapportent soit à l'une, soit à l'autre. Donc dans l'exemple en l'occurrence, il dit, ainsi on a une situation de nature topologique, qui a été incarnée par un espace topologique, se trouve ici traduite par une situation de nature algébrique, incarnée par une catégorie. Ou si on veut, le continu incarné par l'espace, un espace topologique, on y pense souvent comme un espace continu, se trouvait traduit ou exprimé par la structure de catégorie, qui est de nature algébrique. Et jusque-là perçu comme étant de nature essentiellement discontinue ou discrète. On dénie a priori à une catégorie le droit de représenter quelque chose de continu. Or, c'est le cas ici, c'est le cas. C'est le cas parce qu'on retrouve les points, on retrouve la topologie des points, simplement à partir de la catégorie, qui ressemble à la catégorie des ensembles. Mais ici, il y a plus. La première de ces notions, celle d'espace, nous était apparue comme une notion en quelque sorte maximale, une notion si générale qu'on imagine mal comment on pouvait en trouver une extension qui reste raisonnable. Par contre, il se trouve que de l'autre côté du miroir, ces catégories, donc les catégories qu'on obtient comme catégories de faisceaux d'ensemble, sur lesquelles on tombe, eh bien, elles sont de nature très très particulière. Donc c'est ce qu'il explique, il dit le miroir dont il est question ici, comme dans Alice au pays des merveilles, est celui qui donne comme image d'un espace placé devant lui la catégorie associée. Donc cette catégorie, c'est la catégorie de la scène, si vous voulez, dans laquelle le topos est derrière. Elles jouissent en effet d'un ensemble de propriétés fortement typées, on ne va pas en parler tout de suite, qui les font s'apparenter à des sortes de pastiches de la plus simple d'entre elles. Quelle est la plus simple d'entre elles? C'est la théorie des ensembles. Donc les catégories que vous obtenez comme ça, à partir d'un topos, sont des pastiches de la théorie des ensembles. D'accord? C'est ce que dit Grothendieck. Ceci dit, un espace nouveau style, ou topos, généralisant les espaces topologiques traditionnels, sera décrit tout simplement comme une catégorie qui, sans provenir forcément d'un espace ordinaire, possède néanmoins toutes ces bonnes propriétés. Donc, on les appelle topos. Alors, il va le dire d'ailleurs, il va dire, attendez, il faut que je le trouve, le nom topos a été choisi en association avec celui de topologie ou topologique pour suggérer qu'il s'agit de l'objet par excellence auquel s'applique l'intuition topologique. Par le riche nuage d'images mentales que ce nom suscite, il faut le considérer comme étant plus ou moins l'équivalent du terme espace topologique, avec simplement une insistance plus grande sur la spécificité topologique de la notion. Ainsi, bon, il parle des espaces vectoriels, etc. Donc je reviens en arrière. Voici donc l'idée nouvelle. Son apparition peut être vue comme une conséquence de cette observation, quasiment enfantine à vrai dire,
que ce qui compte vraiment dans un espace topologique, ce ne sont nullement ces points ou ces sous-ensembles de points et les relations de proximité, etc., entre ceux-ci, mais que ce sont les faisceaux sur cet espace et la catégorie qu'ils forment. Je n'ai fait en somme que mener vers sa conséquence ultime l'idée initiale de Leray, et ceci fait franchir le pas. Comme l'idée même des faisceaux due à Leray ou celle des schémas, comme toute grande idée qui vient bousculer une vision invétérée des choses, celle des topos a de quoi déconcerter par son caractère de naturel, d'évidence, par sa simplicité. En fait, on sait quand on fait des maths, quand on est sur la bonne voie, quand quelqu'un vous dit « Ah, ce n'est que ça ». Donc, voilà ce que dit Grothendieck, donc par cette qualité particulière qui nous fait nous écrier si souvent « Ah, ce n'est que ça », d'un ton mi-déçu, mi-envieux, avec en plus peut-être ce sous-entendu du farfelu, du pas sérieux, qu'on réserve souvent à tout ce qui déroute par un excès de simplicité imprévu, à ce qui vient nous rappeler peut-être les jours depuis longtemps enfouis et reniés de notre enfance. Donc là, il revient à la notion de schéma, constitue un vaste élargissement de la notion de variété algébrique, et à ce titre, elle a renouvelé bien sûr la géométrie algébrique. Celle de topos constitue une extension insoupçonnée, pour mieux dire une métamorphose de la notion d'espace. Si vous voulez, ce qui est absolument extraordinaire, au départ même dans la notion de topos, c'est la manière dont l'espace est appréhendé. Comme je le disais, il n'est plus appréhendé par les points, il est appréhendé par l'aléa qu'il introduit. Il introduit un aléa dans la théorie des ensembles. Il introduit une variabilité dans la théorie des ensembles. Et ça, c'est extraordinaire. Par là, elle porte la promesse d'un renouvellement semblable de la topologie et au-delà de celle-ci, de la géométrie. Dès à présent, d'ailleurs, elle a joué un rôle crucial dans l'essor de la géométrie nouvelle. Bon, ça, c'est pour la cohomologie aladique ou pour la cohomologie cristalline. Comme sa sœur aînée est quasi jumelle, donc c'est la théorie des schémas, elle possède les deux caractères complémentaires essentiels, bon, que voici. Donc, primo, il ne faut pas que cette notion soit trop vaste, je passe assez vite là-dessus. Bon, il parle des topos, on en a parlé. Il faut que les constructions géométriques les plus essentielles s'appliquent, bien entendu, qu'elles puissent se transposer de façon plus ou moins évidente. Ça, c'est clair. Il ne faut pas qu'elle soit trop générale. Il ne faut pas que la notion que vous preniez soit, par exemple, la notion générale de catégorie. Si c'était la notion générale de catégorie, on n'irait pas loin. Donc il faut qu'elle ait cette propriété. Donc en particulier, il dit, parmi ces constructions, il y a notamment celle de tous les invariants topologiques familiers. Bon. Et il explique, là, il le dit très bien, il dit, pour ces derniers, j'avais tout ce qu'il fallait dans l'article déjà cité de Tohoku. Donc vous voyez, l'origine, en fait, elle vient de là. Comme je le disais tout à l'heure, dans l'article de Tohoku, il y avait à la fois les faisceaux sur un espace topologique et il y avait aussi, et c'était extrêmement important, les catégories de diagrammes. Il parlait des catégories de diagrammes et on va voir qu'elles jouent un rôle absolument essentiel, de la même manière. Alors, et bon, donc il parle bien sûr des associations mentales et de notions moins techniques. Bon, bien sûr. Alors, et secondo, la nouvelle notion est en même temps assez vaste pour englober une foule de situations qui, juste là, n'étaient pas considérées comme donnant lieu à des intuitions de nature topologico-géométrique, aux intuitions justement qu'on avait réservées par le passé aux seuls espaces topologiques ordinaires. Alors, comme on le verra dans un exemple que je vous donnerai dans relativement peu de temps, comme on le verra, si vous voulez, ce qui se produit dans la métaphore dont je vous parlais, ce qui va se produire, c'est que comme il y a cet aléa, comme il y a cette variabilité dans la théorie des ensembles, on ne peut plus appliquer le principe du tiers exclu. Par contre, l'intuitionnisme marche. Et alors, ce que ça va engendrer, cette nuance, c'est pour ça que je veux vous y amener pas à pas. On est lent, mais il faut que nous soyons lents. Donc, je vous montrerai un exemple, comme je l'ai dit au début, dans lequel la notion de vérité associée au topos sera beaucoup plus subtile que la notion de vérité ordinaire, et j'aurai un transparent sur lequel il y aura marqué « à 2 pas de la vérité ». Et je vous donnerai un topos dans lequel on sera à 10 pas de la vérité, à 15 pas de la vérité, à 20 pas de la vérité, etc. D'accord ? Donc on prendra un exemple, parce que tant qu'on n'a pas pris un exemple, tant qu'on parle abstraitement, on ne sait pas trop ce qu'on fait. D'accord ? Donc on se dirige vers là. La chose cruciale ici, dans l'optique des conjectures de Weil, c'est que la nouvelle notion est assez vaste, en effet, pour nous permettre d'associer à tout schéma un tel espace généralisé, ou topos. Donc ça, c'est pour le schéma étal, bien sûr, le topos étal. Et puis des invariants cohomologiques, effectivement. Donc tout ce qu'il y a de bébête semblait alors avoir une bonne chance de fournir ce dont on avait besoin. Bon. Alors, il continue et on se relaxe un peu avant de venir aux exemples et aux choses vraiment
crucial. Donc c'est dans ces pages que je suis en train d'écrire que pour la première fois, donc là bien sûr c'est Récolte et Semaille que je cite, pour la première fois dans ma vie de mathématicien, je prends le loisir d'évoquer, ne serait-ce qu'à moi-même, l'ensemble des maîtres thèmes et des grandes idées directrices dans mon œuvre mathématique. Cela m'amène à mieux apprécier la place et la portée de chacun de ces thèmes et des points de vue qu'ils incarnent dans la grande vision géométrique qui les unit et dont ils sont issus. C'est par ce travail que sont apparues en pleine lumière les deux idées novatrices névralgiques dans le premier puissant essor de la géométrie nouvelle. L'idée des schémas et celle des topos. Et là, il insiste, c'est la deuxième de ces idées, celle des topos, qui à présent m'apparaît la plus profonde des deux. Si d'aventure, vers la fin des années 50, donc en fait, Grothendieck a introduit les topos après une période un peu dépressive qu'il avait eue à la mort de sa mère en 1957, il a introduit les topos en 1958. Donc on sera l'année qui vient au 60e anniversaire de la naissance des topos. Donc, il dit, si d'aventure vers la fin des années 50, je n'avais pas retroussé mes manches pour développer obstinément jour après jour. Ça, c'est Grothendieck, obstinément jour après jour. Tout au long de 12 longues années. Un outil schématique d'une délicatesse et d'une puissance parfaite, il me semble quasiment impensable pourtant que dans les 10 ou 20 ans déjà qui ont suivi, d'autres que moi auraient pu à la longue s'empêcher d'introduire à la fin des fins la notion qui visiblement s'imposait, et de dresser, tant bien que mal, tout au moins, quelques vétustes baraquements en préfab, à défaut des spacieuses et confortables demeures, là il parle des schémas, que j'ai eu à cœur d'assembler, pierre par pierre, et de monter de mes mains. Il parle des schémas, là il parle des schémas, d'accord. Bon. Mais alors il dit, par contre, je ne vois personne d'autre sur la scène mathématique, au cours des 3 décennies écoulées, qui aurait pu avoir cette naïveté ou cette innocence de faire à ma place cet autre pas crucial entre tous, introduisant l'idée si enfantine des topos, ou ne serait-ce que celle des sites, et à supposer même cette idée-là, déjà gracieusement fournie, et avec elle la timide promesse qu'elle semblait receler. Vous savez, quand quelqu'un vous dirait « je vais faire ça », bon, bonne chance, très bien, d'accord. Je ne vois personne d'autre, que ce soit parmi mes amis d'antan ou parmi mes élèves, qui aurait eu le souffle et surtout la foi pour mener à terme cette humble idée, si dérisoire en apparence. Qu'est-ce que c'est de s'évertuer sur les faisceaux d'ensemble, sur un espace topologique, d'accord? Si dérisoire en apparence, alors que le but semblait infiniment lointain. Depuis ses premiers débuts balbutiants jusqu'à la pleine maturité de la maîtrise de la cohomologie étale, en quoi elle a fini par s'incarner entre mes mains au cours des années qui ont suivi. Alors bon, après, il parle de détails, enfin de choses, bien sûr, qui sont importantes pour les mathématiciens, mais il parle de la cohomologie étale. Et c'est à ce propos, comme il le dit, c'est inspiré par ce propos que j'avais découvert la notion de site en 1958. Donc il a découvert la notion de site en 1958. Et c'est cette notion, bien sûr, et le formalisme cohomologique qui ont été développés plus tard. Alors, il dit, quand je parle de souffle et de foi, ça c'est toujours pour le mathématicien. Il s'agit là de qualité de nature non technique. Grothendieck écrit quelque part dans Récolte des Semailles qu'il n'était pas rapide, qu'il était entouré de gens beaucoup plus rapides que lui. Mais bon, c'est un exemple quand même qui montre à quel point il ne faut pas se décourager quand on n'est pas rapide, quand on parle avec des gens, on s'aperçoit qu'ils comprennent 10 fois plus vite que vous. Donc il ne faut pas se décourager. Par contre, ce qui est absolument crucial, c'est d'être persévérant et d'avoir la foi dans une idée. C'est-à-dire, si vous avez une idée, il faut d'abord que vous vous l'appropriez, que vous la fassiez vôtre. Et une fois qu'elle est vôtre, il faut la protéger. Au départ, il faut la protéger comme un tout petit enfant qui vient de naître. Il ne faut pas la montrer, pas trop, etc. Et puis après, d'accord, pas tellement parce que quelqu'un peut vous la prendre, mais parce qu'il faut que vous la testiez. On va en parler plus tard, mais il faut que vous la testiez, il faut que vous vous habituiez à elle en privé. D'accord ? Donc, à un autre niveau, je pourrais y ajouter aussi ce que j'appellerais le flair cohomologique, c'est-à-dire le genre de flair qui s'était développé en moi pour l'édification des théories cohomologiques. Bon, après, il râle un peu contre ses élèves, mais bon, ça, on a l'habitude avec Grothendieck. Alors, donc là, on va faire une petite pause, mais on va pas s'arrêter. Je vais vous faire écouter Yves Montand, parce que Grothendieck reprend, il dit « Oui, la rivière est profonde, et vaste et paisible. » Donc il reprend sur la rivière.
Oui, la rivière est profonde, c'est la rivière de cette chanson. Et vastes et paisibles sont les eaux de mon enfance, dans un royaume que j'ai cru quitter il y a longtemps. Tous les chevaux du roi, ils pourraient boire ensemble, à l'aise et tous leurs sous, sans les épuiser. Il parle des topos. Elles viennent des glaciers, ardentes comme ces neiges lointaines, et elles ont la douceur de la glaise et des plaines. Je viens de parler d'un de ces chevaux qu'un enfant avait amené à boire et qui a bu son content longuement. Et j'en ai vu un autre venant boire un moment sur les traces du même gamin si ça se trouve. Mais là, ça n'a pas traîné. Quelqu'un a dû le chasser. Et c'est tout, autant dire. Alors, on va écouter Yves Montand, puis après on reprend. Hein. Attends, au début, ça foire un peu. Non. Voilà. Ô marche du palais, ô marche du palais, il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille, elle attend d'amoureux, elle attend d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier, qu'a eu la préférence, qu'a eu la préférence. Et c'est en la chaussant, et c'est en la chaussant, qu'il enfile la demande, qu'il enfile la demande. La belle si tu voulais, la belle si tu voulais, nous dormirions ensemble, nous dormirions ensemble, dans un grand lit carré, dans un grand lit carré, couvert de toile blanche, couvert de toile blanche, aux quatre coins du lit, aux quatre coins du lit, quatre bouquets de pervenches, quatre bouquets de pervenches. Dans le mi-temps du lit, dans le mi-temps du lit, la rivière est profonde, la rivière est profonde. Tous les chevaux du roi, tous les chevaux du roi, pourraient y boire ensemble, pourraient y boire ensemble. Nous y serions heureux, nous y serions heureux, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Ils vécurent longtemps, ils vécurent longtemps, dans un bonheur suprême, dans un bonheur suprême. Voilà, on revient aux choses sérieuses. Alors, donc, je remets la présentation plein écran. Voilà. Voilà, donc, alors, il continue, hein. Il dit « Je vois pourtant des troupeaux innombrables de chevaux assoiffés
qui errent dans la plaine. Et pas plus tard que ce matin même, leurs hennissements m'ont tiré du lit à une heure indue. Moi qui vais sur mes 60 ans et qui aime la tranquillité. Il n'a rien eu à faire, il a fallu que je me lève. Ça me fait peine de les voir à l'état de rosse et flanqués, alors que la bonne eau pourtant ne manque pas, ni les verts pâturages. Mais on dirait qu'un sortilège malveillant a été jeté sur cette contrée que j'avais connue accueillante, et a condamné l'accès à ces eaux généreuses. Ou peut-être est-ce un coup monté par les maquignons du pays, pour faire tomber les prix, qui sait. Ou c'est un pays peut-être où il n'y a plus d'enfants pour mener boire les chevaux, et où les chevaux ont soif, faute d'un gamin qui retrouve le chemin qui mène à la rivière. Alors, avec Pierre Cartier et Olivia Caramello, on a organisé un colloque, il y a de ça 2 ans, à l'IHES, justement pour raviver l'idée des topos, mais vraiment des topos de Grothendieck. Et le colloque a été remarquable, ça s'est très très bien passé. Alors, qu'est-ce qu'un topos de Grothendieck? Donc maintenant, on revient aux mathématiques. Donc il y a 3 manières de les définir. C'est sans doute la première manière qui est la plus simple. Alors, si vous voulez, comme Grothendieck l'expliquait quand il fait son cours, la chose importante au départ, c'était des préfaisceaux. C'est-à-dire, c'était des foncteurs contravariants qui allaient de la catégorie des ouverts, mais c'est une catégorie extrêmement simple. Hein. Je veux dire, c'est une catégorie dans laquelle, entre 2 objets, il y a au plus un morphisme, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Donc, on regardait les foncteurs contravariants qui allaient de cette catégorie vers les ensembles. Alors maintenant, on enlève toutes les conditions sur cette catégorie, sauf que c'était une petite catégorie. Ça veut dire une petite catégorie, ben, ça veut dire que les objets forment un ensemble. Donc, on regarde, et puis les morphismes aussi, bien entendu. Mais donc, on regarde une petite catégorie et on regarde tous les foncteurs contravariants de cette petite catégorie vers les ensembles. On oublie le fait qu'on avait les ouverts et qu'on avait une catégorie extrêmement particulière en regardant les ouverts. D'accord? On prend n'importe laquelle. Et alors, maintenant, ce qu'on demande, bien sûr, on ne va pas prendre tous les foncteurs contravariants, puisqu'on sait bien, et Grothendieck l'expliquait dans ce qu'on a écouté, qu'on ne va pas prendre tous les préfaisceaux. Parmi ces préfaisceaux, on va en sélectionner qu'on va appeler des faisceaux. Quelle est la propriété importante de cette sélection? Il y a 2 choses qui sont très importantes dans cette sélection. La première, c'est qu'on ne va pas changer les morphismes. La première chose qui est fondamentale, c'est que quand vous prenez un morphisme d'un faisceau vers un autre faisceau, en fait, vous pouvez oublier que c'est des faisceaux. C'est un morphisme de préfaisceau. D'accord? Donc, en fait, quand on va sélectionner la sous-catégorie de la catégorie des préfaisceaux, on va prendre une sous-catégorie pleine. Sous-catégorie pleine, ça veut dire qu'on ne va pas changer la notion de morphisme. D'accord? C'est crucial, ça. Si vous écoutiez Grothendieck plus loin, il en parle et il dit bien que c'est crucial. Donc, première chose. Deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il y a un moyen, lorsque vous avez un préfaisceau, de le faisceautiser, de le transformer en un faisceau. Donc, ça veut dire que les faisceaux sont des préfaisceaux particuliers, mais il y a une espèce de projection qui vous permet de remplacer un préfaisceau par un faisceau. Alors, quelle est la manière de le dire qui est correcte? C'est que le foncteur qui inclut la catégorie des faisceaux dans la catégorie des préfaisceaux, bon, d'abord, il est plein, il est fidèle, parce qu'on n'oublie rien, d'accord? Mais surtout, il a un adjoint à gauche, qui est la faisceautisation. Et par miracle, cette action à gauche, il est exact à gauche. Ce qui n'est normalement jamais le cas pour un adjoint à gauche. Normalement, un adjoint à gauche, on sait que dans tous les cas, il va préserver ce qu'on appelle les colimites, mais c'est très rare qu'il préserve les limites. Eh bien là, ça préserve les limites. Donc c'est ça la condition. Donc si vous voulez une définition courte de ce que c'est qu'un topos, c'est ça. Alors maintenant, ce qu'on va voir, et puis on va voir ce que c'est qu'un site, il y a une autre manière de le dire qui est plus précise, c'est qu'en fait, on sait que toute faisceautisation, comme celle dont je vous parlais, en fait, elle provient de ce qu'on appelle une topologie de Grothendieck sur la petite catégorie dont on est parti. Alors, on va voir ce que c'est. Et puis, en fait, il y a une 3e définition de ce que c'est qu'un topos. Alors ça, c'est vraiment une définition, comment dire, très abstraite, mais c'est une définition qui énonce des propriétés qui sont vraies pour la théorie des ensembles, d'accord? Et on demande que le topos les vérifie aussi. Alors ça a engendré
une autre théorie des topos, qu'on appelle la théorie des topos élémentaires, qui ne sont pas des topos de Grothendieck en général. Mais alors, qu'est-ce qui manque à un topos élémentaire, donc un topos qui vérifie des propriétés naïves de théorie des ensembles, si vous voulez, pour être un topos de Grothendieck? Ce qui lui manque, c'est les constantes. C'est-à-dire, tout à l'heure, dans la métaphore, je vous disais qu'on a des ensembles variables qui dépendent d'un aléa. Eh bien, quand on a un topos de Grothendieck, il y a ce qu'on appelle un morphisme géométrique qui va du topos vers le topos des ensembles. Et ça permet de parler des constantes. Or, parler des constantes, lorsqu'on fait de la cohomologie, par exemple, c'est absolument essentiel. Parce que c'est les constantes qui permettent, par exemple, de définir les sections globales d'un faisceau, etc., etc. Donc, ce n'est pas du tout innocent, et il y a une différence très grande entre les topos de Grothendieck et ce qu'on appelle un topos élémentaire, qui rassemblerait des propriétés élémentaires de la théorie des ensembles. Alors, les exemples. Bon, alors, parmi les exemples, il y a bien sûr l'exemple des faisceaux d'ensemble sur un espace topologique, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, j'en ai déjà parlé, c'est les faisceaux pour la topologie de Zariski, donc c'est un cas particulier des faisceaux d'ensemble sur un espace topologique. Mais comme je le disais, l'intérêt, c'est que quand on cherche les points pour ce topos-là, on trouve les bons points du schéma. D'accord ? Et enfin, il y a un troisième exemple, ce qui est ce que Grothendieck a introduit en 1958 pour avoir la cohomologie étale, c'est-à-dire on part d'un schéma et il y a un topos qui est associé au schéma, mais ça n'est plus un topos qui provient d'un espace, d'une topologie sur le schéma. Donc c'est quelque chose qui est au-dessus et qui, bon, bien sûr, là c'est déjà un topos au sens original, si vous voulez, qui est en dehors des espaces topologiques. Bon. Alors, je reviens sur Grothendieck, donc il dit le thème du topos est issu de celui des schémas, l'année même où sont apparus les schémas, mais en étendue, il dépasse largement le thème mère. C'est le thème du topos et non celui des schémas, qui est ce lit ou cette rivière profonde où viennent s'épouser la géométrie et l'algèbre, la topologie et l'arithmétique, la logique mathématique, on en parlera, et la théorie des catégories, le monde du continu et celui des structures discontinues ou discrètes. Alors, il explique, il dit, si le thème des schémas est comme le cœur de la géométrie nouvelle, le thème du topos en est l'enveloppe ou la demeure. Il est ce que j'ai conçu de plus vaste pour saisir avec finesse, par un même langage riche en résonance géométrique, une essence commune à des situations des plus éloignées les unes des autres, provenant de telle région ou de telle autre du vaste univers des choses mathématiques. Ce thème du topos est très loin pourtant d'avoir connu la fortune de celui des schémas. Il y a une espèce de malédiction sur les topos. Il y a une malédiction qui règne. On y reviendra peut-être si on a le temps. Alors voilà la métaphore. Donc la métaphore dont je vous parlais tout à l'heure, il faut absolument que vous ayez une image mentale de ce que c'est qu'un topos. Donc on avait l'habitude, comme je le disais, de mettre l'espace à étudier sur le devant de la scène. Ce que fait Grothendieck, c'est de lui faire jouer ce rôle de Deus ex machina, qui n'est pas présent, qui reste dans les coulisses. Mais ce qui est important, c'est de savoir que quand vous avez un topos, vous pouvez faire toutes les manipulations. Vous pouvez parler de groupe abélien, vous pouvez parler d'algèbre, etc. Et si vous travaillez avec un topos provenant d'un espace topologique, ça vous donnerait les faisceaux de groupe abélien ou les faisceaux d'algèbre, etc. C'est formidable. C'est formidable d'avoir cette liberté de manœuvre. Bon. Alors, lorsqu'on travaille dans un topos, tout se passe comme si on manipulait des ensembles ordinaires. Donc c'est ça qu'il faut savoir. En fait, dès qu'on fait des fibrés, vous savez, sur un espace, on prend l'habitude de penser à un fibré comme un espace vectoriel variable. Mais là, la variabilité, c'est la bonne notion de variabilité, parce que ça paramétrise les ensembles, d'accord ? Donc, sauf que l'on ne peut plus appliquer la règle du tiers exclu. Donc, ce qui apparaît, si vous voulez, c'est qu'on ne peut plus, pour une proposition, dire que la proposition P est vraie ou non P est vraie, on n'a plus le tiers exclu. Alors en fait, on va très vite voir un exemple concret d'un topos, justement, pour lequel cette notion de vérité devient plus subtile que le simple vrai ou faux que nous utilisons familièrement. Par exemple, si vous voulez, si vous regardez la télévision et vous regardez une discussion politique à la télévision, d'accord ? Eh bien, nous avons l'habitude de dire celui-là il a raison, celui-là il a tort. Eh bien, je prétends qu'on n'a pas l'outil conceptuel qu'il faut pour juger. Et je vais vous donner des exemples, d'accord ? Je vais vous montrer à quel point la notion de vérité est une notion beaucoup plus subtile et à quel point l'idée du topos permet de la formaliser. Donc on va faire marcher ça sur un exemple. Pour faire marcher ça, on va introduire des topos qui sont autres
que les topos qui viennent d'un espace topologique et qui ont une nature extrêmement simple. Ce sont les topos qui consistent à prendre une petite catégorie et à prendre simplement la catégorie de tous les foncteurs contravariants vers les ensembles. D'accord? Donc là, on ne fait pas de distinction entre faisceaux et préfaisceaux. On prend tous les préfaisceaux. On dit que c'est tous des faisceaux. Donc, à une petite catégorie, il va associer un topos, qui sont une espèce de dual, si vous voulez, qui est tous les foncteurs contravariants de cette petite catégorie vers les ensembles. Et on va s'amuser avec ça. On va s'amuser avec ça. Alors, en 91, Grothendieck était encore parfaitement en contact avec certains mathématiciens. Et voilà ce qu'il écrivait. Donc, c'est dans une lettre à Thomasson. Il dit, d'autre part, pour moi, le paradis originel pour l'algèbre topologique n'est nullement la catégorie simpliciale, donc je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il parle des topos. En effet, les topos ayant comme catégorie des faisceaux d'ensemble les C-chapeaux, avec C, une petite catégorie, sont de loin les plus simples des topos connus, et c'est pour l'avoir senti qu'il insiste tant sur ces topos catégoriques dans SGA4. Donc si vous regardez SGA4, vous verrez qu'il y a deux exemples fondamentaux de topos. Bien sûr, il y a le topos étal, et puis il y a les topos qui sont du haut d'une catégorie. D'accord, alors on va s'amuser avec ça. Alors, quelle est la notion de vérité dans un topos? En quel sens la notion de vérité est différente dans un topos? Alors, en quel sens, d'abord, est-ce qu'on est capable, dans les ensembles, de définir le vrai et le faux? Alors, comment on va définir le vrai et le faux dans la théorie des ensembles? On va s'intéresser à essayer de classifier les sous-ensembles d'un ensemble. D'accord? Vous voyez, si vous travaillez avec les ensembles ordinaires, et si je vous dis... j'ai un foncteur qui, si vous me donnez un ensemble, lui associe tous ses sous-ensembles. C'est un foncteur parce que si vous avez une application qui va de x dans y, vous pouvez rappeler en arrière les sous-ensembles de y. Donc c'est un foncteur. D'accord? Alors maintenant, la question c'est est-ce que ce foncteur est représentable? C'est une notion mathématique. D'accord? Et alors dans les ensembles, il est représentable pour une notion que nous connaissons très très bien. C'est qu'à un sous-ensemble, on associe ce qu'on appelle sa fonction caractéristique. C'est-à-dire, quand on a un sous-ensemble d'un ensemble, on définit une fonction. Cette fonction, elle vaut 1 si on est dans le sous-ensemble et elle vaut 0 si on n'est pas dans le sous-ensemble. D'accord? Alors, cette fonction, il se fait qu'elle a une propriété assez miraculeuse, c'est qu'elle classifie, elle représente ce foncteur. C'est-à-dire, dans le cas des ensembles, il y a un objet privilégié, oméga, qui est l'objet qui est formé de l'ensemble 0, 1. L'ensemble a 2 points. Et quand vous regardez tous les sous-ensembles d'un ensemble, ça revient à regarder toutes les applications de cet ensemble vers l'ensemble 0,1. Puisque quand vous avez une application qui va vers 0,1, le sous-ensemble il est défini par le sous-ensemble sur lequel elle prend la valeur 1. Mais là où elle ne prend pas la valeur 1, elle prend forcément la valeur 0. D'accord? Eh bien, si on réfléchit suffisamment en logique, enfin, etc., en pensant dans le langage des topos, on s'aperçoit que c'est ce simple fait qu'il n'y avait que 0 et 1 dans les ensembles qui permet d'avoir le principe du tiers exclu. D'accord? C'est ça qui permet d'avoir le principe du tiers exclu. Donc maintenant, on va s'amuser avec un topos qui est un tout petit peu plus compliqué. D'accord? On va prendre le... Alors, c'est ce que j'appelle à 2 pas de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme topos? On va prendre la catégorie C qui n'a qu'un seul objet et qui a pour morphisme les puissances d'un seul morphisme. C'est-à-dire, je choisis un seul morphisme qui va de cet objet dans lui-même et je l'élève à des puissances. D'accord? Des puissances n. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un objet de la catégorie des foncteurs contravariants de cette catégorie vers les ensembles. Ça veut dire simplement un ensemble avec une application de x dans x. C'est tout. Pourquoi vous avez un seul ensemble? Parce que la catégorie n'avait qu'un objet. Donc, vous avez un ensemble. Et en fait, la catégorie, elle avait un seul morphisme. Bon, on l'élève à ses puissances. Mais je veux dire, il suffit de le connaître, il suffit de connaître son image. Qu'est-ce que c'est son image? C'est une transformation de T de x dans x. Quel est le topos? C'est les ensembles munis d'une transformation. Bon, les ensembles munis d'une transformation, ça fait un topos. C'est une catégorie, d'accord? C'est une catégorie. Comment est-ce une catégorie? C'est une catégorie parce que si vous avez deux ensembles avec une transformation, vous avez les applications de x dans y qui respectent la transformation. C'est-à-dire qui vérifient que l'image de tx, c'est t fois f de x. D'accord? Donc, vous avez une catégorie. Cette catégorie, c'est un topos. Pourquoi c'est un topos? Parce que c'est le dual d'une petite catégorie que je vous ai donnée. D'accord? Bon. Alors maintenant, on va chercher oméga pour ça. On va chercher oméga. Donc, on va chercher à classifier les sous-objets d'un objet. D'accord?
Alors, pourquoi c'est embêtant d'essayer de classifier les sous-objets d'un objet? On va essayer avec 0,1. Vous voyez, on va essayer avec la fonction caractéristique, comme on faisait tout à l'heure. Après tout, si je prends un ensemble avec une application, si je prends un sous-objet, c'est un sous-ensemble qui est stable par l'application. D'accord? Donc si je prends mon x, je vais prendre un sous-ensemble grand Y qui est T invariant, par l'application T. Bon, très bien, il est invariant par l'application T. Donc je vais associer la valeur 1 sur ce sous-ensemble. D'accord? Sur le sous-ensemble, je vais donner 1. Pourquoi je ne peux pas donner la valeur 0 sur le complémentaire? Ben parce qu'il peut y avoir des points du complémentaire qui vont finir par atterrir dans l'ensemble en question. Je ne suis pas du tout assuré que le complémentaire il va être invariant par T. Il peut très bien se produire qu'un point du complémentaire, au bout d'un moment, tac, il va taper dans le sous-ensemble en question. Ce n'est pas parce que le sous-ensemble en question est invariant que son complémentaire est invariant. Bien sûr que non. Ma transformation, elle n'est pas... Je n'ai pas pris une action de Z, j'ai pris une action de N. D'accord? Bon. Alors comment on va faire? C'est drôlement embêtant. Ça veut dire que l'application qui allait dans 0 et 1, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Bon, ben, il faut se creuser la tête un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand je prends un x qui est dans grand X, il va exister un plus petit entier, un premier entier, tel que quand j'applique t n fois, ça tape dans le sous-ensemble. D'accord? Donc je vais lui associer cet entier. Cet entier, il sera l'infini, bien sûr, si jamais on arrive dans le sous-ensemble. Donc on voit qu'il faut remplacer 0, 1 par l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., l'infini. D'accord? Et comment est-ce qu'on va faire de cet ensemble un ensemble muni d'une transformation? Eh bien, on s'aperçoit que si je regarde le h, si vous voulez, le plus petit entier pour tx, hein, eh bien, le plus petit entier pour tx, ça va être le plus petit entier pour x moins 1. Sauf si ça devient négatif. Si ça devient négatif, ça ne marche pas. Donc, je prends le sup avec 0. D'accord? Donc, vous voyez que pour ce topos, alors, la notion de vérité qui avant était simplement 0 ou 1, maintenant, elle est donnée par l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, d'accord? Avec la transformation qui remplace par n-1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un exemple incroyablement simple d'un topos qui permet de dire « Ouais, ce que tu fais, ouais, je dirais c'est à 10 pas de la vérité. » Moi, j'ai toujours dit, les gens qui font de la théorie des cordes, c'est à une infinité de pas de la vérité. Donc, vous voyez que cette notion, pour innocente qu'elle soit, d'accord, pour bébête qu'elle ait l'air, en fait, elle a un potentiel, une richesse absolue. Et ce que je prétends, c'est que notre esprit, notre formation logique est extrêmement primitive, parce que nous avons l'habitude, lorsque nous écoutons une discussion politique, de décréter oui ou non. Telle personne a raison ou telle personne a tort. Et en fait, on est dans l'erreur en faisant ça. Et s'il y avait, bon, je rêve, hein, s'il y avait des philosophes qui connaissent suffisamment les maths et qui comprennent les topos de l'intérieur, il y a peu de gens qui comprennent les topos de l'intérieur, il y en a très peu, ils seraient capables de donner des modèles qui seraient utiles pour beaucoup mieux apprécier ce genre, par exemple, de discussion, ce genre de situation qui sont en fait beaucoup plus subtiles par rapport à la notion de vérité que cette notion d'une inefficacité absolue que nous utilisons tout le temps, qui est un tel a raison ou un tel a tort. D'accord? Donc, ça, je voulais absolument vous donner cet exemple pour que vous le gardiez en tête et que vous essayiez de construire d'autres exemples semblables. Il y a des exemples finis, bien entendu. Cet exemple-là, ne soyez pas effrayés par le fait qu'il y a des n qui vont de 0 à l'infini. En fait, vous pourrez très très bien imaginer des constructions finies. D'accord? Les constructions finies, il y a une richesse combinatoire dans les topos qui fait que les constructions finies ont un potentiel extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'un crible? Cet exemple va nous permettre de définir ce que c'est qu'un crible. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un crible? Eh bien, un crible sur un... En fait, là, je vous ai donné un exemple de crible. C'est-à-dire que le oméga, en général, quand vous prenez la catégorie qui est donnée par tous les foncteurs contravariants, le topos, pardon, qui est donné par
tous les foncteurs contravariants d'une petite catégorie vers les ensembles, eh bien, on construit le oméga. Et comment est construit le oméga? Le oméga, il est construit à partir des cribles. Hein? Alors, qu'est-ce qu'un crible? Eh bien, un crible sur un objet d'une catégorie, donc le oméga, il va être construit à partir des objets de cette catégorie. Rappelons-nous que la catégorie dont j'ai parlé tout à l'heure, elle n'avait qu'un seul objet. Donc, pour le moment, on n'a rien, d'accord? On a un seul objet. Donc, un crible sur un objet X, donc sur notre objet star, c'est la donnée d'une famille de morphismes C de X, qui est contenue dans tous les morphismes dont l'image est X, enfin, dans l'image, disons, ça va d'un ensemble Z vers X, d'accord? Le codomaine est X, et qui est stable par composition à droite. Donc, quels sont les cribles dans l'exemple de tout à l'heure? On avait un seul objet. Les morphismes qui allaient dans cet objet, c'était simplement les entiers, puis c'était les puissances de t. Alors, il y avait t puissance 0, t puissance 1, etc. etc. Qu'est-ce que c'est qu'un crible? Eh bien, un crible, c'est une espèce d'idéal, si vous voulez, c'est-à-dire c'est une famille de morphismes qui est stable par composition, à droite, par n'importe quel morphisme. Donc, dans le cas de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la composition à droite? Ben, ça rajoute à un entier, ça lui rajoute n'importe quel entier. Donc ça revient à regarder tous les intervalles infinis d'un côté. Alors parmi les intervalles infinis, vous avez quoi? Vous avez 0 jusqu'à l'infini. Ça c'est ce qu'on appelle le... Bon, enfin c'est un crible qui doit être toujours présent. Bon, c'est le crible qui est formé de tous les morphismes. Bon. Et puis ensuite, on avait tous les morphismes qui étaient à partir d'un certain entier n. Ça, c'était un crible. D'accord? Et c'était quand on était à distance n. Et puis, il y a le crible où il n'y en a aucun. C'est l'ensemble vide. Et ça correspondait à l'infini tout à l'heure. Voilà. Alors, il se fait que, donc, en général, on peut définir le oméga, les valeurs de vérité, si vous voulez, pour le dual d'une petite catégorie, et on le définit exactement à partir des cribles. Donc, quand on calcule oméga, donc, on construit cet objet, simplement comme toujours un foncteur contravariant vers l'ensemble, etc. Mais on le construit à partir des cribles sur chacun des objets de la catégorie. Dans notre cas, il y avait un seul objet, donc c'était très simple. C'était très très simple. Alors, moi j'ai été longtemps fasciné par l'idée que Grothendieck avait appelé crible et qu'il n'ignorait pas que ce nom avait déjà été utilisé par les mathématiciens et qu'il y a par exemple un crible bien connu qui est le crible d'Ératosthène. D'accord? Alors j'ai finalement trouvé la réponse. J'ai finalement trouvé pourquoi le crible d'Ératosthène est un crible, au sens de Grothendieck. Et ça vient d'un travail en commun qu'on a fait avec Katia Consani, et dans lequel la catégorie qu'on prend, elle est très semblable à celle de tout à l'heure, où il y avait une seule transformation, mais cette fois, elle est un peu plus compliquée quand même, parce qu'au lieu d'avoir, on a toujours un seul objet, comme avant, mais au lieu d'avoir les puissances d'un seul morphisme, on a une action des entiers multiplicatifs. C'est-à-dire, pour chaque entier, on a un morphisme, et quand on fait le produit de deux entiers, les morphismes se composent. D'accord? Bon. Alors, c'est un exercice de démontrer que le crible d'Ératosthène est un crible de la manière suivante. C'est très amusant. Parce que, qu'est-ce que c'est que le crible d'Ératosthène? Le crible d'Ératosthène, ça consiste à prendre le premier nombre non trivial. On va foutre en l'air 1, hein, on s'en fout de 1. D'accord? Donc on prend le premier nombre non trivial qui est 2. Et que fait le crible? Le crible, il considère tous les multiples de 2, tous les nombres pairs, sauf 2. D'accord? Bon. Et puis après, il dit, bon, ben, il reste des choses. 3, par exemple. Donc il prend tous les multiples de 3, sauf 3. Et puis il reste des choses. 4, hein, bon, et on l'a déjà pris, puisqu'on avait pris. Et donc il prend tous les multiples de 5, sauf 5. Eh bien, je prétends que si vous regardez les entiers, donc comme les morphismes d'une catégorie, les entiers multiplicatifs, comme les morphismes d'une catégorie qui n'a qu'un seul objet, d'accord? Et si vous regardez tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tous les entiers plus grands que 2 sauf 2, pairs sauf 2, pardon, tous les entiers multiples de 3 sauf 3, etc., ça fait un crible, au sens que je vous ai donné tout à l'heure, d'accord? Et ça vous montre à quel point la notion de vérité est subtile pour cette catégorie-là. Parce que ça, je vous ai donné seulement un exemple de crible. Hein. Je vous ai donné un exemple de crible. Vérifier que c'est un crible, c'est trivial, hein, je veux dire, ce n'est pas la question, ce n'est pas la difficulté. Mais bon. Alors, maintenant, une fois qu'on a la notion de crible, on va avoir la notion de topologie de Grothendieck. Je ne pouvais pas faire un exposé sur les topos sans donner la définition d'une topologie de Grothendieck.
Alors, moi, je vais vous dire le moment qui, pour moi, a été crucial dans l'appréciation de la notion de topos. Le moment qui a été crucial, c'est le suivant. C'est qu'avant, quand on me présentait un topos, on me présentait toujours un topos en me disant, je prends une catégorie, petite catégorie, et je suppose qu'elle est stable par produit fibré. À ce moment-là, mon oreille se fermait et je pensais à autre chose. D'accord? Bon. Et la raison, c'est la suivante, c'est que quand on dit ça, et qu'après on écrit ce que c'est qu'une base, etc., on a bien sûr en tête l'intuition topologique. C'est-à-dire, quand on dit que la catégorie a des produits fibrés, on pense à deux ouverts qui ont une intersection. Et à partir de là, bon, on peut développer les choses. D'accord? Et alors, ce qui pour moi a été crucial, c'est le moment où j'ai compris, en fait, que déjà dans SGA4, Grothendieck avait défini les sites et les topologies de Grothendieck sans aucune hypothèse sur la petite catégorie. Sans aucune hypothèse sur la petite catégorie. On n'a absolument pas besoin de supposer quoi que ce soit sur la petite catégorie. Et l'avantage énorme, c'est que lorsqu'on fait ça, on comprend mieux ce dont on parle. Vous savez, en mathématiques, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la principale difficulté quand on est devant un problème, c'est d'arriver à penser juste. Et penser juste, ça a l'air idiot, ça a l'air de chercher à penser juste. Mais une fois qu'on arrive à penser juste, les choses tombent comme des fruits mûrs. Mais il faut savoir penser juste. Et ça n'est pas penser juste que de demander à la petite catégorie d'avoir des produits fibrés. Penser juste, c'est ce qu'il y a là. C'est-à-dire le crible maximal, le fait que quand vous avez un crible... Donc, qu'est-ce que c'est qu'une topologie de Grothendieck? Donc, c'est une collection de cribles. On donne pour chaque objet une collection de cribles et on a des conditions de compatibilité. Mais quelle est l'intuition qu'il faut avoir derrière? Peu importe le détail des axiomes. Quand vous faites de la topologie, vous avez l'intuition des recouvrements ouverts. D'accord? C'est une intuition qui est très délicate. Je vais vous expliquer pourquoi elle est très délicate. Prenez par exemple l'intervalle 0,1. Et prenez l'intervalle 0,1 avec... ne prenez dans l'intervalle 0,1 que les nombres rationnels. Ils sont denses. Donc vous reconnaîtrez les ouverts avec les nombres rationnels. Puisque les ouverts, c'est des réunions d'intervalles. Un intervalle, je le connais par son intersection avec les rationnels. D'accord? Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi est-ce que si je prends le topos qui est donné par les rationnels avec ces ouverts-là, j'obtiens quelque chose de différent que le topos qui est donné par l'intervalle 0,1 avec ses ouverts ordinaires? Ils se ressemblent, ils ont l'air d'être les mêmes. Eh bien, si vous cherchez, vous allez trouver qu'en fait, il y a beaucoup plus de recouvrements ouverts pour les rationnels qu'il n'y en a pour les réels. Pour les rationnels, il y a des recouvrements ouverts qui sont là alors qu'ils ne sont pas là pour les réels. Hein? Voilà. Typiquement, si vous voulez, c'est que si vous prenez une suite d'ouverts de plus en plus grand, mais dont la limite, c'est un nombre irrationnel, eh bien ça va apparaître comme un recouvrement au niveau rationnel, mais ça ne sera pas un recouvrement au niveau réel. D'accord? C'est-à-dire au niveau réel, si vous prenez le complémentaire de ça, la réunion des deux, ce ne sera pas un recouvrement ouvert. Donc en fait, il y a beaucoup moins de recouvrements ouverts pour les réels qu'il y en a pour les rationnels. Donc quand on pense topologiquement, on pense comme ça. Quand on pense au niveau des topos, on pense différemment. Comment on pense au niveau des topos? On pense que les cribles, ça signifie des choses petites. Ça signifie des objets petits. D'accord? Passer au crible, ça revient à donner des objets qui sont petits. Et à ce moment-là, les axiomes, ils deviennent presque absolument évidents. Et qu'est-ce que ça signifie qu'un objet est petit par rapport à un recouvrement ouvert? Qu'est-ce que ça signifie qu'un ouvert est petit par rapport à un recouvrement ouvert? Ben, ça signifie qu'il passe à travers, ça signifie qu'il est contenu dans un des ouverts du recouvrement. Il passe à travers un trou. D'accord? Donc c'est ça l'intuition qu'il faut avoir. L'intuition du crible, c'est que c'est des choses qui sont petites, qui passent à travers les trous. D'accord? Bon. Alors ceci dit, maintenant, on a bien sûr la définition d'une topologie de Grothendieck quand il y a une base, etc. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vois que l'heure tourne. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Et alors, il y a une notion absolument essentielle dans les topos, mais c'est pareil, je ne vais pas en parler trop longtemps. C'est la notion de point, donc, et surtout la notion de morphisme géométrique. Donc, si vous voulez, les topos,
il se fait que une fois qu'on y pense de manière, une fois qu'on pense juste à propos des topos, les mêmes propriétés que celles qui sont vraies pour les espaces topologiques continuent à avoir un sens, mais évidemment elles sont beaucoup plus subtiles. Typiquement, si vous voulez, ce qui se produit, et ça j'ai copié une page de SGA4, ce qui se produit, c'est ce que c'est qu'un morphisme d'un topos dans un autre, ce qu'on appelle un morphisme géométrique. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un morphisme géométrique d'un topos dans un autre, il faut avoir une certaine familiarité avec les faisceaux sur un espace. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une application continue d'un espace X vers un espace Y, si j'ai une application continue F qui va de X dans Y, eh bien, il se fait qu'il y a deux manières de relier les faisceaux sur X avec les faisceaux sur Y. Il y a deux manières de le faire. Et ces deux manières, il y en a une qui est tautologique, presque triviale, et qui consiste à prendre un faisceau sur X et à l'envoyer en avant vers un faisceau sur Y. Et ça, en quel sens c'est trivial? C'est trivial parce que, si vous voulez, il vous suffit que lorsque vous prenez un ouvert sur Y, de prendre son image inverse et de regarder les sections du faisceau sur X sur cet ouvert, sur l'image inverse, si vous voulez. Donc ça fait un faisceau, il n'y a pas de problème. Donc cette définition, elle va de soi. Mais il y a une autre manière de relier les faisceaux de X et les faisceaux de Y qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on voit un faisceau sur Y vers un faisceau sur X, et celle-là, elle est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup moins triviale. Elle est, si vous voulez, visuellement évidente lorsqu'on pense à un faisceau comme un espace étalé sur l'espace de base, et c'est en particulier le cas pour les faisceaux d'ensemble, mais là où elle est extrêmement intéressante, c'est que cette application qui va dans l'autre sens, elle a une propriété merveilleuse. Elle a une propriété totalement inattendue. D'abord, elle est adjointe à gauche de l'autre. Ça se vérifie, ça n'est pas une grande chose, on aurait presque pu la définir comme ça. Donc elle est adjointe à gauche de l'autre, de celle qui allait en avant. Bon, très bien. Mais elle a une propriété merveilleuse, et cette propriété merveilleuse, c'est la propriété qu'elle est exacte à gauche. C'est-à-dire qu'elle commute avec les limites. Donc ça, c'est une propriété vraiment extrêmement puissante, extrêmement étonnante, et je pense que l'exemple le plus... Je pense qu'il est dû à Pierre, cet exemple-là. L'exemple le plus frappant de ça, il faut être frappé par un exemple. Tant que vous n'êtes pas frappé par un exemple, vous ne comprendrez pas. Donc l'exemple le plus frappant de ça, c'est ce qu'on appelle les ensembles simpliciaux et les complexes simpliciaux. Donc ce que vous faites, c'est il y a une petite catégorie, un peu plus compliquée que celle de tout à l'heure. Donc Grothendieck ne veut pas, précisément. Donc je vais revenir à la page de Grothendieck parce qu'il n'en veut pas. Hein. C'est amusant d'ailleurs. Voilà. C'est celle dont Grothendieck ne veut pas. C'est cette petite catégorie qu'on appelle delta hop. C'est la catégorie semi-simpliciale. C'est quoi? C'est les ensembles finis, totalement ordonnés, avec les applications non décroissantes. Bon. Alors cette catégorie, elle est très importante pour la raison suivante. Très importante parce qu'en topologie, dans les années 40, 50, etc., s'est développée une notion. Au départ, elle était formulée de manière un peu trop simple, qui était la notion de complexe simplicial. C'est-à-dire, on prenait, si vous voulez, quand on prend un espace, on peut le trianguler. Quand on prend les espaces ordinaires, on peut les trianguler. Et quand on les triangule, ou alors en dimension plus grande, etc., on peut donner une donnée combinatoire qui encode la triangulation. Alors, cette donnée combinatoire, on peut la formuler en regardant, si vous voulez, ce qu'on appelle le complexe simplicial, mais de manière entièrement combinatoire, en prenant des simplexes, etc. Bon. Alors, il se fait que si on fait des choses comme ça ne marche pas très bien du tout pour le produit. C'est-à-dire que, comme le produit de deux simplexes, ce n'est pas un simplexe, par exemple, si vous prenez le produit de deux intervalles, ça fait un carré, ça ne fait pas un simplexe, mais ça ne marche pas bien du tout pour le produit. Mais parce qu'on n'a pas pensé juste. Parce qu'on n'a pas pensé juste, et qu'on n'a pas fait une chose qui paraît triviale quand on l'a fait, mais qui est fondamentale. Et cette chose qui est triviale quand on l'a fait, mais qui est en fait fondamentale, c'est que il faut comprendre, il faut beaucoup mieux comprendre ce qu'on appelle la réalisation géométrique de cet objet combinatoire. Et cette réalisation géométrique de l'objet combinatoire, en fait, c'est un point d'un topos. Il se fait que à cette catégorie est associé un topos, le topos bébête, le topos des foncteurs contravariants qui va de cette catégorie vers la catégorie des ensembles, et que, c'est un théorème qu'on peut démontrer facilement, les points de ce topos, au sens qu'on ne va pas
on ne va pas s'éterniser dessus. Les points de ce topos, ce sont exactement les intervalles. C'est-à-dire, ce sont exactement les ensembles totalement ordonnés qui ont un plus petit élément et un plus grand élément. Donc les points de ce topos sont donnés exactement comme ça. Et quand on a un point du topos, eh bien, le foncteur d'image inverse, qui va vers les ensembles, eh bien, ce foncteur, c'est le foncteur de réalisation géométrique. Si on prend pour l'espace totalement ordonné avec un plus petit élément et le plus grand élément, si on prend l'intervalle 0,1, ça donne exactement la réalisation géométrique du complexe simplicial. Alors, maintenant, merveille des merveilles, ce foncteur préserve les limites finies et donc il préserve les produits. Et donc, quand on prend le produit bébête de deux ensembles simpliciaux, c'est-à-dire de deux foncteurs contravariants de cette petite catégorie vers les ensembles, eh bien, quand on prend la réalisation géométrique, ça va donner le produit des réalisations géométriques. C'est un exercice immédiat de vérifier que c'est compatible avec la topologie. Ça n'est pas la difficulté. La difficulté, elle est purement ensembliste. Et bon, Pierre, c'est toi qui as démontré ce théorème, il me semble, la première fois, non? Oui, Milnor, toi, d'accord. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la notion de topos comprend cette chose-là. Et la généralise à un point absolument incroyable, c'est-à-dire qu'un point d'un topos, maintenant, va justement préserver non seulement les colimites arbitraires, mais va préserver les limites finies, donc va préserver les produits, etc. etc. Et c'est pourquoi, quand on prend un point d'un topos, ça nous emmène vers la théorie des ensembles, mais en respectant tout ce qu'on sait. C'est-à-dire ça va transformer un groupe abélien dans le topos en un vrai groupe abélien. Ça va transformer toutes les notions élémentaires qu'on peut avoir en une vraie notion en théorie des ensembles. Alors il y a un pas sur lequel je ne vais pas m'attarder du tout, mais qui est extrêmement important et dans lequel justement il y a des travaux très très intéressants qui se font maintenant, qui est celui des topos classifiants. C'est-à-dire exactement comme il y a un espace classifiant pour des fibrés ou de vectoriels, etc., il y a un topos classifiant pour des notions logiques. Et une des merveilles de ça, qui répond un peu à la question de Grothendieck quand il dit la sempiternelle catégorie delta op, c'est que justement, le topos qui est associé, pas à cette catégorie, mais le topos qui est associé à cette catégorie, c'est exactement le topos qui classifie les intervalles. C'est-à-dire que si on définit abstraitement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un intervalle, un ensemble totalement ordonné, mais il ne faut pas parler d'ensemble, dans une théorie arbitraire, eh bien on s'aperçoit que cette notion a un topos classifiant et que ce topos classifiant, c'est exactement le dual de la catégorie delta op. Bon, alors on ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, on va faire autre chose. Je ne veux pas rentrer dans des choses techniques, je ne veux pas. On va revenir à Grothendieck et on va terminer en relisant du Grothendieck et puis en lisant la fin de l'échange entre Grothendieck et Serre dans leur correspondance. Donc voilà ce que dit Grothendieck. Il dit, parce que je veux dire, bon, c'est très, très important d'avoir parlé des topos, mais c'est, je pense, encore plus important d'essayer d'avoir perçu la manière de travailler de Grothendieck. Parce que c'est ça dont nous avons besoin. Bien sûr, bon, on va peut-être utiliser les topos pour faire toutes sortes de choses, mais on a aussi besoin terriblement dans notre civilisation maintenant où quand on assiste par exemple à un laïus, vous savez, qui est fait en public, on s'aperçoit qu'il y a le tiers des gens qui ont leur ordinateur ouvert devant eux et qui font leur email ou qui font autre chose ou téléphone portable. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que quand on lit Grothendieck et quand on s'imprègne de sa manière de penser, on s'aperçoit d'une chose. La chose qui frappe le plus, c'est le temps dont il disposait. On a l'impression qu'il disposait d'un temps infini, qui n'était pas constamment dérangé. Vous savez, maintenant on parle de la génération Y, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est les gens qui font trois choses à la fois. Bon, on croit qu'on gagne du temps, mais ce n'est pas vrai. En fait, on a un besoin maintenant fondamental dans notre civilisation de s'isoler, de pouvoir penser, et de penser lentement, et de prendre tout notre temps pour tout vérifier, pour être sûr des choses,
pour le faire 2 fois, pour le faire 3 fois, etc. C'est pour ça que j'ai fait durer quand Grothendieck parlait des faisceaux. Ça durait, hein, ça durait. C'était exprès que je l'ai fait. Je l'ai fait à dessein parce que je voulais que vous vous rendiez compte de cette lenteur fondamentale. C'est une lenteur qui, quand on la ressent au premier degré, est irritante. Mais c'est une lenteur, c'est la lenteur de la tortue et du fièvre, si vous voulez. Et c'est elle qui gagne. Donc voilà ce que dit Grothendieck. Donc je terminerai là-dessus. Quand je suis curieux d'une chose, mathématique ou autre, je l'interroge. Je l'interroge sans me soucier si ma question est peut-être stupide ou si elle va paraître telle, sans qu'elle soit à tout prix mûrement pesée. Souvent, la question prend la forme d'une affirmation. Une affirmation qui, en vérité, est un coup de sonde. J'y crois plus ou moins à mon affirmation. Ça dépend bien sûr du point où j'en suis dans la compréhension des choses que je suis en train de regarder. Souvent, surtout au début d'une recherche, l'affirmation est carrément fausse. Encore fallait-il la faire pour pouvoir s'en convaincre. Souvent, il suffisait de l'écrire. Une chose fondamentale que fait très souvent Grothendieck, c'est qu'il est capable d'écrire une idée qui n'est pas encore mûre. Il est capable de se mettre à écrire. Ça, c'est fantastique comme qualité. De se mettre à écrire sur une idée qui n'est pas encore mûre. Il suffisait de l'écrire pour que ça saute aux yeux, que c'était faux. Alors qu'avant de l'écrire, il y avait un flou, comme un malaise, au lieu de cette évidence. Ça permet maintenant de revenir à la charge avec cette ignorance en moins, avec une question-affirmation peut-être un peu moins à côté de la plaque. Plus souvent encore, l'affirmation prise au pied de la lettre s'avère fausse. S'avère fausse, ce n'est pas du français. Hein. Bon. Mais on ne dit jamais s'avère fausse. Mais l'intuition qui, maladroitement encore, a essayé de s'exprimer à travers elle, est juste, tout en restant floue. Je m'arrête une seconde pour vous dire que quand il parle d'écrire, c'est encore une catastrophe, l'ordinateur. Parce qu'on écrit mieux dans ce genre de situation lorsqu'on écrit sur du papier avec un crayon. Parce que quand on écrit sur l'ordinateur, il faut que ça ait l'air parfait. On va se poser des questions de latex, on va se poser des questions comme ça. Mais c'est complètement ridicule. On n'en est pas là. On en est à un point où on a envie de laisser le crayon qui fait ce qu'il veut sur la feuille de papier. D'accord ? C'est très très important ça. Donc voilà ce qu'il dit. Alors cette intuition peu à peu va se décanter d'une gangue tout aussi informe d'abord, d'idées fausses ou inadéquates. Elle va sortir peu à peu des limbes de l'incompris qui ne demande qu'à être compris, de l'inconnu qui ne demande qu'à se laisser connaître, pour prendre une forme qui n'est qu'à elle, affiner et aviver ses contours au fur et à mesure que les questions que je pose à ces choses devant moi se font plus précises ou plus pertinentes, pour les cerner de plus en plus près. Mais il arrive aussi que par cette démarche, les coups de sonde répétés convergent vers une certaine image de la situation. Ça veut dire qu'on est en train de se faire une image mentale, sortant des brumes avec des traits assez marqués pour entraîner un début de conviction, que cette image-là exprime bien la réalité, alors qu'il n'en est rien pourtant, quand cette image est entachée d'une erreur de taille, de nature à la fausser profondément. Le travail, parfois laborieux, qui conduit au dépistage d'une telle idée fausse, à partir des premiers décollages constatés entre l'image obtenue et certains faits patents, ou entre cette image et d'autres qui avaient également notre confiance, il faut dire là que c'est très bien dans ces cas-là, dans le cas qu'il décrit, de prendre un peu de recul, de faire autre chose. Et Grothendieck avait très souvent, Cartier me disait qu'il avait souvent 100 fer au feu. Donc quand on voit que les choses commencent à déconner un petit peu, il vaut mieux prendre du champ, parce qu'en fait on est viscéralement attaché aux idées qu'on avait et on ne veut pas accepter qu'elles soient fausses. Ce travail est souvent marqué par une tension croissante, au fur et à mesure qu'on approche du nœud de la contradiction, qui de vague d'abord se fait de plus en plus criante, jusqu'au moment où enfin elle éclate, avec la découverte de l'erreur et l'écroulement d'une certaine vision des choses, survenant comme un soulagement immense, comme une libération. La découverte de l'erreur est un des moments cruciaux, un moment créateur entre tous dans tout travail de découverte, qu'il s'agisse d'un travail mathématique ou d'un travail de découverte de soi. C'est un moment où notre connaissance de la chose sondée, soudain, se renouvelle. Et voilà maintenant un des paragraphes les plus magnifiques que je connaisse. Craindre l'erreur et craindre la vérité sont une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir.
c'est quand nous craignons de nous tromper que l'erreur qui est en nous se fait immuable comme un roc. Car dans notre peur, nous nous accrochons à ce que nous avons décrété vrai un jour, ou à ce qui depuis toujours nous a été présenté comme tel. Quand nous sommes mus, non par la peur de voir s'évanouir une illusoire sécurité, mais par une soif de connaître. Alors l'erreur, comme la souffrance ou la tristesse, nous traverse sans se figer jamais, et la trace de son passage est une connaissance renouvelée. Si un jour vous n'avez pas le moral et tout ça, relisez cette phrase. C'est une espèce de talisman, d'accord? Alors je vais terminer maintenant. Je vais terminer sur la. J'avais commencé par la discussion entre Serre et Grothendieck au tout début sur l'article de Tohoku de Serre, de Grothendieck, pardon. Et je vais terminer maintenant avec une note assez différente, d'une tonalité très différente, qui est justement la réaction de Serre quand il a reçu Récolte et Semaille. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Serre, mais je veux dire, il n'a pas l'habitude de mâcher ses mots, et il n'aime pas trop les états d'âme en général. Et donc, je veux dire, c'est extrêmement intéressant que dans la correspondance entre Serre et Grothendieck, ils aient continué leur échange au moment où donc Grothendieck, qui s'était isolé, si vous voulez, délibérément, finalement, du monde mathématique. Je veux dire, ce n'est pas le monde mathématique qu'il avait chassé, hein, c'est Grothendieck qui s'est chassé lui-même, qui s'est isolé du monde mathématique. Donc, il a écrit ce texte qui a tous les passages que je vous ai lus de Grothendieck sont dans Récolte et Semaille. Donc c'est un texte admirable. Il faut le lire avec un certain recul, bien entendu, parce qu'il y a des moments où, si vous voulez, il dit des choses qui ne sont pas idéales, mais en tout cas, il s'exprime. Alors voilà ce que dit Serre après l'avoir reçu. Donc il dit « Cher Grothendieck, j'ai bien reçu le fascicule de Récolte et Semaille que tu m'as fait envoyer. Merci beaucoup. Il me manque encore l'avant-dernier fascicule. » Bon, évidemment, il y a tellement de pages. Moi, je dois vous dire d'ailleurs que c'est un texte qu'il faut lire, il ne faut pas lire plus de 5 pages à la fois. Je me souviens d'avoir passé un été extraordinaire en lisant en parallèle Récolte et Semaille et à la recherche du temps perdu de Proust. Et je veux dire, de la même manière. C'est-à-dire que, bien sûr, les gens qui cherchent des anecdotes croustillantes, etc., ils vont le lire en sautant les pages. Si vous faites ça, vous perdez tout. C'est exactement pareil avec Proust. Proust, on ne peut pas lire plus de 5 pages à la fois. Il faut les méditer, il faut les repenser, etc., etc. Il faut se laisser pénétrer par une atmosphère qui est absolument extraordinaire. Donc voilà ce que dit Serre. Il dit « Une chose me frappe dans les textes que j'ai pu voir. Tu t'étonnes et tu t'imagines et tu t'indignes, de ce que tes anciens élèves n'aient pas continué l'œuvre que tu avais entreprise et menée en grande partie à bien. Mais tu ne te poses pas la question la plus évidente, celle à laquelle tout lecteur s'attend à ce que tu répondes. Pourquoi, toi, tu as abandonné l'œuvre en question ?» Bon, ça, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même une sacrée question. Et alors après, ce qui est formidable, c'est que Serre a une réponse. Et ce n'est pas du tout une réponse évidente. Je veux dire, non, c'est une lettre de Serre, mais il continue sa lettre et il a une proposition pour expliquer pourquoi Grothendieck est parti. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit « J'ai l'impression que malgré ton énergie bien connue, tu étais tout simplement fatigué de l'énorme travail, mais il n'y a pas que ça, de l'énorme travail que tu avais entrepris. » Bon, mais ça, tout le monde le comprendra. Je veux dire, quand je parlais du temps, ça veut dire qu'il avait peu de temps pour faire autre chose. Donc, je veux dire, c'est immense. Au début, je vous ai lu des passages dans lesquels il parlait de tout ce qu'il devait absorber, etc. Ça veut dire que, c'est monstrueux comme quantité de travail. D'autant plus qu'il y avait aussi les SGA qui prenaient du retard année après année. Je me souviens notamment de l'état plutôt désastreux de SGA 5, où les rédacteurs se perdaient dans des masses de diagrammes dont ils étaient réduits à affirmer sans preuve la commutativité. Au signe près en étant optimiste. Et ces commutativités étaient essentielles pour la suite. C'est à cet état désastreux et non pas idyllique, comme on le croirait à lire Récolte et Semaille, que se réfère ma phrase du séminaire Bourbaki, la version définitive de SGA 5 qui devrait être plus convaincante que les exposés polycopiés existants. C'est du Serre craché. Hein.
On aimerait avoir tes impressions sur tout ceci, même modifiées par 15 ans d'enterrement pour employer des termes. On reste sur sa fin. Alors maintenant, il va aller à une explication beaucoup plus profonde. On peut se demander, par exemple, s'il n'y a pas une explication plus profonde que la simple fatigue d'avoir à porter à bout de bras tant de milliers de pages. Tu décris quelque part ton approche des maths, où l'on n'attaque pas un problème de front, mais où on l'enveloppe et le dissout dans une marée montante de théorie générale. C'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de pensée juste. Et par exemple, il y a une anecdote, Cartier ne me contredira pas, qui est qu'une fois en remontant de la cafétéria à l'IHES, il y a, je crois que c'est De Mazure qui pose à Grothendieck une question sur SL2Z. Ou sur, voilà. Et alors, Grothendieck dit que ce n'est pas la bonne manière de formuler cette question. Et le résultat, ça a été SGA3, c'est-à-dire la théorie des groupes algébriques. Donc, voilà. Donc, ce que fait Grothendieck, c'est il peut avoir une question précise, on peut lui formuler une question précise, mais il va dire cette question n'est pas dans le bon cadre. Et il va développer une théorie générale de telle sorte que la question devienne naturelle. Et à partir du moment où la question est naturelle et où on a pris la peine et le temps de penser juste, elle va tomber comme un fruit mûr. Donc c'est ce que dit Serre quand il dit mais où l'enveloppe et le dissout dans une marée montante de théorie générale. Donc la question se dissout. Et dans Récolte et Semin, et d'ailleurs Grothendieck a de très très belles images, il parle d'une noix, et il dit qu'il y a deux manières de s'occuper de la noix. La première manière, c'est de prendre un marteau et de la casser. Et la deuxième manière, justement, c'est de la laisser s'assouplir dans de l'eau, etc., de telle sorte que finalement, elle s'ouvre d'elle-même. Donc très bien, c'est là ta façon de travailler, et ce que tu as fait montre que cela marche effectivement, du moins pour les EVT et la géométrie algébrique. Alors, voilà ce que dit Serre, et ça, c'est du sérieux. Il dit, c'est beaucoup moins clair pour la théorie des nombres, où les structures en jeu sont loin d'être évidentes, ou plutôt toutes les structures possibles sont en jeu. Et je préfère terminer là-dessus. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est extrêmement frappant de voir ces deux manières de penser les mathématiques. La manière de Grothendieck, d'accord, qui est une manière qui consiste justement à essayer de penser juste et à essayer de formuler, si un problème est donné, de le formuler de telle sorte qu'il tombe tout seul, et, si vous voulez, d'explorer tous les coins, les moindres recoins. Dans sa demeure, la demeure dont il parle, il n'y a aucun coin qui est sale, qui n'est pas exploré, etc. Il veut que tout soit impec. Et il ne peut penser que quand c'est comme ça. Et le prix à payer, c'est un travail colossal. C'est un travail, mais c'est un travail qui n'est pas vraiment difficile, au sens où on développe les choses, etc., etc. À aucun moment donné, si vous voulez, on est sur une falaise raide et on risque de tomber. À aucun de ces moments-là. C'est un peu, si vous voulez, si vous connaissez Israël, comme la manière dont les Romains ont voulu attaquer Masada. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelque chose de très frappant parce qu'ils ont remblayé de la terre pour que ça arrive finalement au niveau. Et ça leur a pris, je ne sais pas, je crois que c'est une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc, combien ? 3 ou 4, oui. Donc, j'ai plus besoin de l'ordinateur, je le ferme. Donc, si vous voulez, on peut allumer la lumière. Donc la méthode de Grothendieck, c'est ça. La méthode de Grothendieck, c'est ça. Et ce que l'on voit avec le recul, c'est, si vous voulez, tout ce qu'on peut en apprendre de cette méthode, tout ce que nous pouvons en apprendre. Par opposition à une autre méthode, que moi j'aime beaucoup, qui consiste dans les couloirs de l'école normale, dans le temps, quand j'étais à l'école, il y avait un copain qui m'avait posé un problème, il était au deuxième étage et moi j'étais au rez-de-chaussée, et puis j'étais parti en week-end. Puis j'avais passé tout mon week-end. Bon, donc c'est le problème solver, si vous voulez, c'est-à-dire résoudre les problèmes. On vous donne un problème et vous voulez le résoudre. Bon, ben, vous cherchez à le faire de la manière la plus efficace possible. Ce sont deux manières complètement orthogonales d'agir. Et en fait, Grothendieck a toute une discussion dans Récolte et Semailles sur ces deux manières d'agir. Et il les distingue, il formule avec le yin et le yang, mais bon.
Mais c'est très très important. Il dit que la méthode qu'il a, elle est plus féminine, si vous voulez, que l'autre, qui est une méthode masculine, une méthode vraiment... Bon, enfin ça, c'est difficile de dire exactement, mais c'est très important, quand on fait des maths, de s'imprégner de cette idée, effectivement, qu'il y a ce besoin et que souvent, on ne le croit pas. Par exemple, récemment, là, j'avais un collègue qui m'avait posé un problème à l'académie que j'ai fini par résoudre, mais j'étais sidéré de voir que je l'ai résolu quand j'ai commencé à penser juste. Ça m'a sidéré. Parce qu'on me dirait, mais tu veux résoudre un problème, mais pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quelque chose de fondamental. Arriver à penser juste, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Jamais ce sera inutile d'essayer de penser juste. Jamais ce sera inutile. D'accord? Donc j'espère que je vous donner envie de lire Récolte et Semailles, de le lire, et surtout de manipuler les topos les plus simples, et d'essayer de vous en servir par rapport à notre logique, qui est bien pauvre, même dans des circonstances tout à fait extérieures aux mathématiques. Évidemment, ça demande du travail. Ça demande un travail qui est très lent, etc., qui est celui de s'approprier la notion. Et c'est une notion qui est maudite. Elle est maudite, avec Pierre et puis avec surtout Laurent Laforgue, par exemple. On a essayé, pendant plusieurs années, de soutenir une mathématicienne très très brillante, qui est Olivia Caramello, et on s'est heurté à l'hostilité, pour ne pas dire le mépris, du monde mathématique en général. Et on a pu expérimenter à cette occasion à quel point, justement, je veux dire, il y a une espèce de fatalité sur la notion de topos. Il y a quelque chose qui irrite les gens, parce que sans doute, ils ressentent, c'est ce que dit Grothendieck, hein, il le dit tellement bien, il le dit explicitement, il l'avait déjà ressenti à son époque. Sans doute, ils ressentent qu'il y a quelque chose, mais ils ne le comprennent pas vraiment. Et pour le comprendre vraiment, il faut en faire, bien sûr, mais il y aura un moment où la notion va vous appartenir et vous allez arriver à vous l'approprier. Et la meilleure manière, c'est cette métaphore. C'est le fait que l'espace n'est pas devant, il n'est pas au devant de la scène, il est derrière. C'est une espèce de Deus ex machina. Et c'est lui qui fait tourner les ensembles, c'est lui qui introduit un aléa dans les ensembles, dans la théorie des ensembles. De même qu'il y a un aléa dans les nombres premiers, que nous connaissons tous, et de même qu'il y a un aléa du quantique. D'accord? Donc bon, il faut garder tout ça en tête. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà.